Radio. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Maréchal. Ça me fait grand plaisir de vous accompagner pendant les 2 prochaines heures. On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un petit commentaire sur une nouvelle qui est sortie. Rien qu'on savait pas remarquer. C'est cette vague de démission des enseignants depuis les 5 dernières années. Mais les chiffres le confirment. Il y a eu une hausse de départ des enseignants de 76%, de profs permanents qui ont carrément quitté le réseau public de l'éducation pour aller faire d'autres choses de leur vie. Pourquoi? Ben, c'est très simple, les amis, parce que les conditions de travail des enseignants au cours des dernières années se sont lamentablement détériorées. Et vous savez, on en a beaucoup parlé au cours de la dernière négociation à la fin de l'automne dernier, cet hiver. Et malgré le fait que le gouvernement a fini par donner, selon lui-même, plus qu'il aurait le souhaité, ça change rien pour les profs. Et ça prouve que c'était pas forcément une question d'argent, mais beaucoup plus une question de conditions de travail. Et les enseignantes, je dis enseignantes parce que plus de 80%, ce sont des femmes qui occupent ces emplois. Vous vous souvenez qu'on a vu beaucoup de femmes d'ailleurs qui étaient sur les lignes de piquetage pendant ces conflits de travail. Et quand on regarde ce qu'elles nous disent encore aujourd'hui, c'est que finalement, la dernière négo a pas forcément réglé les choses. Et c'est un peu ce qu'on vivait depuis les dernières années qui prévaut encore dans les écoles aujourd'hui. Et c'est difficile pour les profs parce que le milieu est pas aidant. Le milieu est parfois un peu toxique parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Je pourrais vous parler de la violence dans les écoles, l'augmentation de la violence dans les écoles. Le fait que souvent, c'est 1/3 à la moitié des étudiants qui sont sur un programme quelconque d'accompagnement où là, ça prend de l'aide. Il n'y a pas toujours cette aide-là. Donc, le prof, l'enseignant est pris avec tout ça. Ça fait des journées bien remplies. Malheureusement, qu'est-ce qu'on retient tout le temps? Cette espèce de commentaire que beaucoup de gens font à tort. Ils ont 2 mois de congé par année, ils devraient être contents, ils sont gros durs. Ça marche pas comme ça. Et dans les faits, je peux vous dire, entre fin août puis fin juin, il s'en passe beaucoup dans la tête d'un prof. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs professeurs démissionnaires. J'ai fait un documentaire là-dessus l'année dernière, en fait, il y a quelques mois, qui s'intitule La Grande Démission, qui, entre autres, parle de cette vague de démission à la fois des employés du secteur public éducatif, mais aussi de la santé. Et en matière de santé, vous le savez que la FIC, c'est pas réglé avec les infirmières et infirmiers. Fait que je voulais vous dire ça parce que c'est important, là, ça nous prend une relève. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a beau dire, ce qu'il disait il y a quelques mois, vous en souvenez, au moins on s'attend à avoir un adulte par classe. Mais on peut pas se contenter d'un adulte par classe. Ça prend un enseignant, idéalement certifié par classe. Vous voulez que vos enfants, que vos jeunes soient avec la bonne personne, soient avec un pédagogue compétent. Après, comment rendre le métier plus attractif pour les plus jeunes qui voudraient devenir, qui ont cette vocation, en tout cas, qui pourraient l'avoir, cette vocation. Être enseignant, là, c'est comme être infirmière. Ça prend une vocation. Il faut que tu y mettes tout ton cœur parce que c'est pas évident. En même temps, c'est tellement des beaux métiers. J'en profite pour rendre hommage à tous ceux qui font ce travail-là au quotidien, qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent de notre santé parce que c'est pas des conditions de travail faciles. Cube, c'est aussi des opinions tranchantes. Avec Sophie Durocher, chaque jour dès 15. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres. Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Parlons un peu de ce médicament qui rend les gens complètement excités. Ça s'appelle l'Ozempic. C'est un médicament traditionnellement utilisé pour les gens qui souffrent de diabète de type 2. Et vous le savez parce qu'on en parle de plus en plus comme étant une espèce de
folie qui s'est emparée des gens qui souhaitent maigrir. Et l'Ozempic est devenu, depuis plusieurs mois déjà, c'est déjà depuis une couple d'années aux États-Unis, mais nous aussi au Québec, c'est un peu le même chemin que ça prend. Ben, ceux qui veulent perdre du poids se ruent sur les prescriptions d'Ozempic. Et là, ceux qui souffrent réellement de diabète en payent le prix, parce qu'on a des chiffres qui sont tombés sur les réclamations aux assurances privées pour les médicaments contre le diabète qui sont en forte hausse. Et là, évidemment, ça augmente le coût. J'aimerais qu'on en parle tout de suite avec un chercheur à l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui est président également du Conseil professionnel de Diabète Québec. C'est Rémi Rabassa-Loret. Bonjour. Bonjour, Mme Maréchal. Merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer cette espèce de folie Ozempic. Racontez-nous, M. Rabassa-Loret, un petit peu le contexte, parce que on a vu dernièrement qu'effectivement, il y a eu un documentaire d'ailleurs où Nathalie Simard était même allée à Tout le monde en parle pour nous dire à quel point c'était effectivement un grand mouvement qui était suivi par bien des gens qui ne sont pas diabétiques, mais qui veulent perdre du poids. Vous vivez ça, là, vous vivez cette espèce de folie Ozempic. Ben, je le vis comme médecin, oui. Je le vis comme personne qui a Diabète Québec a comme rôle de défendre l'intérêt des patients. Et puis, je pense que c'est devenu autant un médicament qu'un phénomène de société dans lequel il n'y a pas beaucoup de... Les opinions sont très tranchées, on va dire ça comme ça. Alors, si on reprend les choses à la base, c'est un médicament qui a été développé pour le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente. 90% des gens qui vivent avec le diabète de type 2, ça veut dire qu'il en reste 10% d'autres, mais la forme la plus fréquente, c'est ça. Et c'est un excellent médicament pour le diabète de type 2, au sens où ça fait très bien baisser le taux de sucre, qui est au cœur des priorités du diabète de type 2. C'est pas la seule, mais c'est une priorité essentielle. Ça ne donne pas de complications qui sont redoutées avec d'autres médicaments, comme l'hypoglycémie, le taux de sucre trop bas qu'on peut avoir avec l'insuline. Et pour une large fraction des patients, ça va réduire le risque de faire une maladie du cœur, qui est un risque très élevé dans le diabète de type 2. Maintenant, à l'opposé, on doit reconnaître que c'est un médicament qui est dispendieux et que donc on a positionné le Diabète Québec, Diabète Canada, la RAMQ à un certain moment. Il y a d'abord d'autres choses à essayer avant, et je parle ici seulement des médicaments. Bien entendu, ça doit se faire avec des conseils de mode de vie qui sont très importants. Oui, parce que la différence, docteur Rabassa-Loret, la différence entre le diabète de type 1 et de type 2, on dit en général que le diabète de type 1 est un diabète beaucoup plus génétique, alors que le diabète de type 2 est celui qui peut être drôlement amélioré avec, effectivement, des saines habitudes de vie. Même s'il peut y avoir une composante aussi génétique, je pense, dans le diabète de type 2. Dans les deux, il y a une très, très forte composante génétique, mais dans le diabète de type 2, il y a une possibilité d'améliorer énormément le traitement avec les mesures de mode de vie. Ça ne veut pas dire que les mesures de mode de vie ne sont pas importantes dans le diabète de type 1, mais elles ont un effet plus modeste. Dans le diabète de type 1, on est plutôt à essayer de permettre aux gens de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Dans le diabète de type 2, le mode de vie est un élément essentiel du traitement et probablement le premier, la perte de poids quand on peut, et si c'est nécessaire, l'amélioration de la qualité alimentaire, l'activité physique, par exemple, sont des éléments absolument fondamentaux pour traiter le diabète de type 2. Mais comme on a découvert que ce médicament faisait perdre du poids, là, maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une place pour ce médicament? Et si oui, quelle est cette place pour les gens qui ont des problèmes d'obésité? Quel est l'impact premier pour vous et pour les gens qui souffrent de diabète de voir que cette folie Ozempic, vous venez de le dire, c'est un phénomène autant qu'un médicament essentiel. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a le rapport TELUS qui vient de sortir et qui montre que les médicaments pour le diabète sont ceux qui sont en première ligne là, au niveau là, du nombre de prescriptions. Il y a une hausse d'une maladie qui prend de plus en plus de terrain, qui touche même de plus en plus les jeunes. Donc, l'impact pour vous, c'est-à-dire, et pour les patients surtout, c'est une augmentation du prix des médicaments? C'est quoi exactement? Alors, il y a deux côtés à ça. D'abord, l'augmentation de la fréquence du diabète, elle est liée à plusieurs facteurs, parmi lesquels le vieillissement de la population, un des facteurs très importants de développer le diabète de type 2, c'est d'être plus âgé, le surpoids et l'obésité, et ainsi de suite. Donc, il y a un côté très positif. On a maintenant des médicaments extrêmement efficaces qui traitent le diabète d'une façon bien meilleure que les médicaments antérieurs, avec un inconvénient majeur, ils coûtent plus cher. Donc maintenant, on a 10% de la population à peu près au Canada qui vit avec le diabète de type 2, qui peut bénéficier de médicaments qui sont des bons médicaments, mais qui coûtent cher.
L'autre facteur qui amène au diabète de type 2, c'est le surpoids et l'obésité. Et donc, la question, c'est comment on pourrait intervenir pour moduler cette véritable épidémie. Et là, on parle plus de 10% de la population, mais on parle de 30 à 40% de la population au Québec qui pourrait faire ça. Et tout le débat, c'est quelle est la place des médicaments en association avec le mode de vie, et y a-t-il une place pour les médicaments? Effectivement, c'était l'objet du documentaire La piqûre minceur avec Nathalie Simard, par exemple. Ouais. Et donc, augmentation du prix du médicament. Ozempic, ça coûte combien pour quelqu'un qui a le diabète? On est dépendant des doses Ozempic, puis aujourd'hui, il y a en fait la mise sur le marché de la version spécifiquement destinée à l'obésité de l'Ozempic qui s'appelle le Wegovy, qui est en fait de l'Ozempic plus dosé. On parle de 2,4 mg au lieu de 1 mg. On parle de 300 à 450 $ par mois, dépendant de la façon dont on va le prescrire et du dosage. Et c'est remboursé par le régime d'assurance maladie du Québec? Alors, l'Ozempic est très bien remboursé dans le cadre du diabète de type 2, très bien au sens où les critères permettent aux patients qui vont le plus en bénéficier d'y avoir accès. Les critères de la RAMQ font que l'obésité est encore considérée par la RAMQ dans un de ses règlements comme un problème d'esthétique, ce qui est clairement faux. Mais donc, la RAMQ ne paye pour aucun médicament pour l'obésité. Et avec l'augmentation très importante de la prescription d'Ozempic dans le cas de diabète de type 2, l'immense majorité des compagnies d'assurance privées ont supprimé le remboursement de l'Ozempic pour une indication d'obésité. Et entendons-nous bien, prescrire de l'Ozempic sans avoir d'abord essayé le mode de vie, qualité, quantité de l'alimentation, sans avoir essayé l'activité physique, sans avoir le support psychologique nécessaire est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Ceci étant, si quelqu'un, par exemple, a une obésité importante, souffre de l'apnée du sommeil et d'hypertension importante, dans certains cas, un médicament comme l'Ozempic, parce que c'est pas le seul, on vient de parler du Wegovy, mais il y en a d'autres, le Mounjaro et ainsi de suite, peuvent avoir leur place, mais pour l'instant, généralement, les patients vont devoir payer de leur poche dans ce cadre-là. Ouais, donc il y a un resserrement de la part des compagnies d'assurance, comme ça arrive dans d'autres médicaments quand ça commence à être un peu trop prescrit. Exactement, et pour des coûts, pour essentiellement des raisons de coûts très importantes, mais vu de mon rôle à Diabète Québec, où mon rôle est de défendre l'intérêt des patients, mon but c'est pas du tout d'opposer diabète et obésité, c'est juste d'observer que par exemple, il est des fois plus facile pour moi de prescrire de l'Ozempic que d'obtenir une consultation avec une nutritionniste. Et donc j'ai l'impression que des fois on met la charrue avant les bœufs, au sens où accéder au mode de vie qui est quelque chose de difficile pour le professionnel de santé, qui est adhéré et très compliqué pour le patient, devrait quand même être favorisé avant qu'on passe à des médicaments très efficaces, très utiles. Par exemple, l'Ozempic a démontré dans la forme qui vient d'arriver sur le marché, qui s'appelle le Wegovy, que chez les gens à très haut risque de maladie du cœur, ça réduisait le risque de maladie du cœur. Donc, il y a quand même des évidences très fortes pour ça. C'est pas un médicament sans effet secondaire, mais c'est un médicament qu'on sait très bien manipuler. La question, c'est où on le place et qu'est-ce qu'on va pouvoir se payer. Et donc, ça veut dire à qui on doit le donner pour que ce soit le plus rentable. Pour prendre une analogie, quand on monte dans un avion, tout le monde décolle et atterrit ensemble. Il y a des gens qui payent cher pour être en classe affaires, des gens qui payent moins cher en classe économique. Dans certains cas, on veut l'un, dans d'autres cas, on veut l'autre, puis dans certains cas, on peut pas se payer l'avant de l'avion. Et donc, cette réflexion-là, j'ai pas l'impression qu'on l'ait eue en termes de société, de où on place ces médicaments de la meilleure façon. Et c'est vraiment une discussion importante à avoir. Vous avez tout à fait raison de le préciser, Dr. Rabassa-Lorrain, parce que on veut être tous égaux dans une société qui se prétend égalitaire. On devrait tous avoir un accès aux médicaments disponibles en regard de la maladie. Mais en même temps, visiblement, c'est les assurances souvent qui ont le bon bout du bâton, ou encore la RAMQ qui décide, à partir d'un moment, de ne plus payer pour certains médicaments. Pour toutes sortes de raisons, mais souvent financières. Oui. C'est tout à fait clair que le règlement de la RAMQ qui dit « nous ne payerons jamais pour les médicaments de l'obésité », qui est vraiment un médicament qui date d'un autre âge, là, un autre âge au sens de plusieurs dizaines d'années, est un médicament qui va devoir être revu. À l'opposé, on peut pas nier que les gens qui gèrent le budget de la RAMQ puissent avoir un vertige énorme à dire plus du tiers de la population est éligible à un médicament qui coûte 400 $ par mois. Et donc, il va falloir trouver un équilibre de ce point de vue-là. Tout le monde réclame plus. Je suis sûr que vous pourriez faire toute une émission sur, comme vous disiez juste avant, il faut plus d'argent pour l'enseignement et capable de mieux l'organiser. Je peux vous faire la même chose pour toutes les maladies et probablement pour les routes et ainsi de suite.
il faut qu'on ait une discussion pour savoir là où notre investissement va être le meilleur. Et je trouve que dans ce débat-là, c'est pas on est pour ou contre les médicaments. Il y a des gens qui en bénéficieront et des gens qui n'en bénéficieront pas. Puis je garde un malaise non négligeable à ce que l'on n'investisse pas d'argent dans la prévention d'une façon importante. Il y avait par exemple dans la presse ce matin des choses comme quoi des bonnes intentions, les collations dans les écoles se retrouvent finalement mal utilisées parce que on donne des collations qui sont principalement, mais pas seulement, de la malbouffe. Et donc, des fois, on n'a pas l'impression qu'on a pris ce pas de recul et qu'on réfléchisse raisonnablement à ça. À l'opposé, les gens qui nous disent jamais de médicaments pour l'obésité, ça n'est que du mode de vie, eh ben, je peux leur répondre clairement que si c'était facile de traiter ça avec le mode de vie, on le saurait depuis longtemps. Tout à fait. Vous avez raison sur les collations dans les écoles. Vous avez raison. Vous parliez des avions tout à l'heure en analogie. C'est pareil. Vous prenez les gens qui ont la chance de prendre l'avion. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sinon de la malbouffe. Il y a de la malbouffe partout. Je veux dire, c'est ce qu'on met de l'avant. Puis c'est bon au goût. C'est fait exprès pour ça, pour nous attirer. C'est plein de sucre, plein de gras, plein de sel. C'est rien de bon pour le corps. En même temps, c'est ça. Donc, on fait quoi? Parce que c'est une épidémie, vous l'avez dit, docteur. En conclusion là-dessus, on fait quoi? C'est là que l'Ozempic devient presque magique parce qu'il permet de changer les choses. Maintenant, je dis pas ça en disant il faut le prescrire à tout le monde, mais les gens auxquels on le prescrit ressentent immédiatement moins de faim, moins envie de manger et ainsi de suite. Ceci étant, on peut aussi avoir des approches nutritionnelles qui permettent de mieux écouter ces signaux de faim, de pas manger ses émotions pour prendre une expérience courante. Je crois que le débat, il doit être, c'est pas pour l'Ozempic ou contre l'Ozempic, c'est où on le place, chez qui on le place et on peut-tu faire une place à la prévention et à l'amélioration du mode de vie qui aura des bénéfices beaucoup plus larges. Et je ne veux ni faire la promotion de ce médicament, ni au contraire le démonifier. La vérité, elle est quelque part entre les deux et on a besoin de trouver un état d'équilibre et on doit reconnaître que ce médicament est cher et qu'il y aura probablement des discussions très difficiles si un jour on doit changer entre le gouvernement et la compagnie pour dire il faut que le prix soit plus raisonnable si on doit ouvrir la porte à plus de prescriptions, mais ces prescriptions doivent être faites dans un cadre très précis, précédé et accompagné par le mode de vie. Ouais. On parlait du diabète qui est en augmentation chez les jeunes. Oui. Comment ça se fait à ce point-là? Je crois qu'on est en train de rencontrer une génétique qu'on ne contrôle pas. On a tous la même génétique, mais avec un mode de vie qui est toxique. On a moins de place pour l'activité physique. On est exposé, comme on vient de le dire, à des aliments ultra transformés en permanence, qui sont presque addictifs au sens quasiment toxicomanie du terme, et on tourne en rond. J'entends des parents régulièrement me dire moi mes enfants vont pas à pied à l'école parce qu'il y a trop de voitures dans la rue, mais ils prennent la voiture pour amener les enfants à l'école parce qu'il y a trop de voitures dans la rue. Et je pense franchement que dans quelques dizaines d'années, nos successeurs auront un regard très très critique sur la façon dont on gère ce genre de choses-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour certains médicaments dans certains cas, mais je pense qu'il nous faut une balance là-dedans, dans absolument tout, pour essayer de prévenir tout ça et changer radicalement notre mode de vie. Et tout ça tient aussi de l'urbanisme au moins autant que de la médecine pour essayer de faire des liens extrêmement larges. Docteur Rémi Rabassin-Loret, vous êtes vraiment très intéressant là-dessus, puis ça nous donne envie de bien nous occuper de notre santé, puis de bouger, puis de mieux manger. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Président du Conseil professionnel de Diabète Québec, on parlait justement de cette folie Ozempic et de l'impact sur les prix de ce médicament et des gens qui vivent avec le diabète. Merci beaucoup à vous. Merci. Fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit, Dumont. Bonjour Marie. Allô Isabelle, contente de te voir aujourd'hui. Pareillement, tu vas nous parler de transport collectif. Parce que là, il y avait une rencontre avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui a décidé de reprendre le dossier en main après nous avoir dit toutes sortes de choses qui ont été peu appréciées. Et là, elle veut régler la question des déficits d'ici l'été. Oui, en main, on ne sait pas à quel point en main, parce que l'information qui sortait aujourd'hui, c'est que c'était une rencontre qui allait un petit peu calmer le jeu, il y avait
petite information qui circulait, là, qui n'est pas confirmée ni infirmée finalement par le cabinet de la ministre, qui était qu'elle allait éponger une certaine partie du déficit structurel, là, des montants qui étaient demandés par les maires sur la place publique depuis quand même déjà plusieurs semaines. Il y avait un montant de 200 millions qui circulait, qu'elle allait faire un peu comme l'année dernière, là, dire, bon, ben écoutez, là, je vais passer l'éponge encore sur 70% de vos dépenses structurelles, puis on passe à un autre appel. Mais là, finalement, on ne sait pas trop si ce montant-là a été consenti ou pas. On comprend qu'elle s'est quand même dit justement qu'elle allait régler la situation, qu'elle souhaitait régler la situation d'ici l'été, parce que ça demeure quand même ça le gros enjeu. Tu sais, même si tu fais un chèque à chaque printemps, la question c'est est-ce que tu revois l'organisation, tu sais, la structure de financement. Puis moi, ce qui m'agace, la raison pour laquelle je voulais revenir avec toi là-dessus, Isabelle, ce qui m'agace, c'est un peu tout le débat que ça a pu lancer sur la place publique sur la question du transport collectif. Tu sais, je me dis, on devrait tous et chacun, les millions de Québécois, mais surtout le gouvernement, on devrait être très préoccupé par, je sais, là, il y a plein d'enjeux, là, financiers, crise du logement, là, je sais, on a, joint les deux bouts à la fin de la semaine, l'inflation, mais, tu sais, il faut pas perdre de vue aussi qu'il y a une horloge qui continue de tourner, et c'est celle de la lutte au changement climatique. Donc, je comprends pas pourquoi le gouvernement puis la ministre du Transport et le premier ministre n'ont pas un discours ultra positif sur le transport en commun. Tu sais, au lieu de lancer la pierre aux municipalités, puis de dire que c'est leur faute, puis les traiter de quêteurs, puis chercher des coupables, puis dire que c'est mal géré. Tu sais, c'est ça que le premier ministre a dit la semaine dernière, que si c'était mieux géré finalement, il y aurait pas, on serait pas dans la... C'est plus facile de quêter finalement que bien gérer tes avoirs. C'est zéro constructif. Ça fait Puis pas Geneviève Guilbeault l'avait un peu dit déjà, cette phrase là, concernant la mauvaise gestion aussi des entreprises de transport par les municipalités. Tu as tout à fait raison, c'est pas forcément une bonne approche que de pointer du doigt. Est-ce que ça nous donne envie de prendre, est-ce que ça nous donne envie de prendre le transport en commun? T'sais, ça reste que ça demeure toujours ça la question. L'idée, là, c'est que il y a un des enjeux du financement à l'heure actuelle, c'est qu'il y a moins de gens qui prennent le transport, entre autres, depuis la pandémie. Puis là, toutes les semaines, on parle des enjeux de sécurité, de toxicomanie, d'itinérance, d'agression qu'il y a dans le transport collectif. En plus de ça, tu ajoutes à ça un discours gouvernemental qui est ça pue, c'est mal géré, ça coûte trop cher. Puis je me dis, c'est où le bout où ton objectif, c'est censé être de dire, tu sais, d'avoir un discours qui est positif, puis de dire aux gens, non, prenez le transport collectif, parce que c'est 900 000 personnes chaque jour qui prennent le métro, puis qui sont pas dans une voiture, puis qui sont pas en train de congestionner la ville de Montréal. Mais en même temps, t'as vu que là, ça va coûter plus cher prendre le métro et l'autobus? Ils ont décidé d'augmenter les tarifs. Là. Alors, ça peut... c'est la dernière chose à faire. Je lisais là, qu'après San Francisco, qui est la ville en Amérique du Nord où c'est le plus cher pour prendre les transports en commun, la ville qui suit, ça serait Montréal, où c'est le plus cher pour prendre le transport en commun. Moi, je pense que c'est là, avec tout ce que tu as dit, puis tu as raison de placer tous ces enjeux-là, mais au ras des pâquerettes, là, les gens, ils regardent quoi? Combien ça leur coûte pour prendre l'autobus puis le métro? Est-ce que c'est fiable? Ils vont-tu y arriver à temps? Le REM va-tu être pris? Ils vont-tu être pris dedans? Pas de chauffeur, les portes barrées à attendre, on sait pas combien de temps. C'est ça, la fiabilité puis le coût. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de, on est dans faut vraiment encourager les gens à l'utiliser là, dans les grands centres. Montréal, Laval. Non, mais tu as tout à fait raison, Isabelle, mais à un moment donné, c'est pour ça que je dis le gouvernement a aussi une responsabilité là-dedans de d'épauler les municipalités. Tu sais, c'est un service essentiel, c'est un service public essentiel. Le gouvernement a un leadership à exercer là-dessus. Il y a une partie de responsabilité. Puis à chaque fois qu'il fait pas ce petit bout-là, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là? Qu'est-ce que tu veux que les municipalités fassent? Elle dit soit on diminue on diminue dans le fond le service, soit on augmente les coûts. Tu as tellement raison là-dessus, tu sais. Puis là, il y a des choix qui ont été faits. Maintenant, il y a une gratuité qui a été mise à Montréal pour les personnes aînées. Je pense que ça, honnêtement, c'était nécessaire. Toute la journée?
Ben, je pense que honnêtement, je trouve qu'il y a une partie là-dedans qui est une très bonne idée pour casser l'isolement. Est-ce que ça aurait pu être mis seulement, par exemple, en heure défavorable? Tu sais, de dire, bon, je sais pas, moi, de 10h à 14h ou, tu sais, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être modulé autrement. Mais tu me permets, Isabelle, en souvent cette question-là du tarif, moi, il y a un enjeu dont on parle trop peu souvent, qui est le tarif d'une carte puce pour des étudiants à Montréal. Tu sais, des élèves du secondaire, qui est de 56$ par mois. Moi, je me pose encore la question dans un contexte justement d'inflation où la bouffe coûte de plus en plus cher. On parle rarement de ça, mais quelqu'un qui a 1, 2, 3 enfants, puis là, le primaire, tu me diras, c'est souvent dans le quartier, pas toujours, mais souvent. Mais le secondaire, ben ça passe souvent par une carte puce de 56$, tu sais, 10 mois par année, 8 mois par année. 2, 3 enfants. Moi, je me pose régulièrement la question, moi, depuis que ma fille est au secondaire, je me pose régulièrement cette question-là c'est sûr que pour certains parents, certaines familles, c'est le montant de trop dans le mois, là. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Puis il y en a qui calculent combien de fois est-ce que ça va être rentable ce mois-ci. Puis c'est sûr que les gens calculent. Puis si tu as 2, 3 enfants, clairement, là. Fait que tant qu'à avoir un paiement d'auto, tu dis, m'aller de conduire. Parlons, en tout cas, écoute, c'est un dossier à suivre que le dossier du transport collectif au Québec. Je voudrais qu'on revienne là, sur l'histoire de Nordvolt parce que, comme moi, tu as dû être horrifié d'apprendre qu'il y avait des tatas qui sont allés mettre des espèces d'objets incendiaires. On parle de bombes artisanales, mais bon, je rassure tout le monde, il n'y a rien qui a explosé. Ça a l'air que c'était tellement artisanal que ça n'a pas marché, heureusement. Mais juste le geste de dire on va aller embêter Nordvolt à ce point-là. Es-tu d'accord, Marie, que peu importe là, qu'on soit super écolo, pas d'accord avec une usine de batterie quand même. On n'est pas dans une usine, c'est pas c'est quand même relativement bon pour l'environnement. En tout cas, c'est vers ça que notre économie s'en va. Qu'il y ait des gens même là, si c'est mauvais pour l'environnement, Isabelle. Même si c'était le pire des puits de pétrole de l'humanité qui allait tuer la moitié des milieux humides du Québec, c'est pas acceptable. Exact. Moi, je loge là pour la liberté d'expression. Moi, je loge pour les manifestations. Moi, je loge dans la mesure où ça se fait de façon pacifique, de façon respectueuse. Je serai toujours la première à dire, je vais défendre les gens qui ont quelque chose à dire et qui ont une opinion qui est peut-être pas la même que la mienne, mais qui mérite d'être entendue. Mais quand on est rendu à mettre la vie de travailleurs en danger, parce que là, c'est un peu ça, là, est-ce que c'était des objets incendiaires? Est-ce que c'était des bombes artisanales? On sait pas trop. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait peut-être une volonté de mettre la vie de travailleurs, de Québécois, de gens qui ont peut-être même pas d'opinion sur la pertinence ou la non-pertinence du projet de Nordvolt, mais dont la fonction, c'est de conduire une pépine, de conduire une grue, d'être un travailleur de la construction, puis qui se sont retrouvés dans cette situation-là parce que tu as des militants qui sont pas d'accord avec le projet. Moi, c'est là que je décroche. C'est pitoyable. C'est pitoyable et c'est intolérable. Et est-ce qu'on a entendu quelqu'un du gouvernement aujourd'hui réagir à ça? On a entendu le porte-parole de Nordvolt, mais bon. De l'opposition qui ont réagi, mais il y a Pierre Fitzgibbon sur Twitter qui a dit que c'était, je pense, inacceptable, quelque chose comme ça. Mais sincèrement, écoute, c'est sûr qu'il a plus d'un point de vue, tu sais, le Québec est un État pacifique. Écoute, qu'est-ce que ça dit de nous, Marie, d'un point de vue même à l'international? Nordvolt, c'est une compagnie étrangère qui vient ici, qui s'installe. Tu sais, il y a quand même quelque chose on accueille un nouveau nom, une nouvelle entreprise internationale. Franchement, on a l'air de quoi? Encore, là. Ouais, là, je voudrais pas lancer un pavé dans la mare, mais tu sais, je dirais peut-être des gens qui se sont, je sais pas, moins inspirés de certains felkistes à une époque au Québec. Mais ça, tu sais, après, je pense qu'il faut faire attention. Oui, tu me demandes politique, le chef du PCQ qui parle d'écoterrorisme. Ouais, c'est ça. Moi, je me garderais une petite gêne sur ce genre d'utilisation de mots-là quand on pense à ce qui se passe en Israël. Oui, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Oui, tout à fait. Ouais. Je ferais aussi attention parce que là, c'est ça qui va arriver dans les prochains jours, c'est qu'on va mettre tous les militants écologistes, on va mettre tous les gens qui sont contre Nordvolt dans le même panier. Tu sais, c'est peut-être trois coucous là qui ont décidé de faire ça, qui sont disant on est vraiment brillants, puis on va aller faire ça, puis ça va arrêter le chantier une couple d'heures, puis on va faire parler de nous, puis ça va relancer une controverse. Ouais. Je pense qu'il faut juste être prudent de pas mettre
tous les gens qui sont opposés dans C'est pour ça que j'ai résumé en disant que c'était des tatas. Tu vois, tata, ça résume bien. Ouais. Tu vois, c'est assez large. C'est assez large. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, a dit effectivement que c'était déplorable et condamnable. Et Pierre Fitzgibbon, il a dit que c'était des tactiques totalement inacceptables. J'invite tous les groupes à les dénoncer sans ambiguïté et sans réserve. C'est ce qui vient d'être fait. Marie, merci beaucoup. À demain. À demain. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas commun. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. La crise du logement fait beaucoup jaser à tous les jours. En fait, ça fait partie de l'actualité. Et il y a une histoire aujourd'hui qui, je pense, est venue nous chercher parce que c'est une histoire touchante. Puis il y en a plusieurs qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Et c'est l'histoire de Madame Nadia Gagné qui, en fait, s'est séparée. Elle n'avait pas assez d'économie. Et là, en ce moment, elle cherche un endroit où loger. Elle est venue nous parler ici en entrevue. Elle était en studio puis elle nous confiait que elle regardait d'abord pour des logements, mais à un moment donné, c'est du 1300, 1500 $. Donc là, elle s'est mise à chercher pour une chambre seulement, et même les chambres, c'est 800 $. Une simple chambre, c'est 800 $ pour être logée. Donc en ce moment, la seule option qui s'offre à elle, c'est de dormir dans sa mini fourgonnette. Elle est venue, elle nous confiait qu'en ce moment, elle est en train de préparer son lit parce que c'est tout ce qu'elle a devant elle. Et d'ailleurs, je vous invite à aller réécouter l'entrevue parce qu'en ce moment, si ça vous touche, il y a moyen de l'aider, il y a moyen de la supporter. Elle s'est créée une adresse courriel pour, évidemment, tous les témoignages qu'elle reçoit parce que elle nous expliquait un peu que, elle n'a pas l'habitude d'avoir de l'attention. Donc, en ce moment, c'est parce qu'elle a publié une vidéo sur TikTok qui est devenue virale. Et là, il y a plein de gens qui lui envoient des témoignages, qui lui racontent à quel point ils sont dans la même situation qu'elle. Il y en a qui veulent l'aider aussi. Il y en a beaucoup qui souhaitent la supporter là-dedans. Donc, il y a une adresse courriel, si vous voulez la rejoindre, c'est Nadia-Voix, VOIX, @hotmail.com. Mais je vous invite à aller écouter l'entrevue là, mais sur Stéphanie, cube.ca. c'est aussi une situation, je trouve, qui est pathétique et délicate aussi parce que cette femme, ce qu'on comprend, c'est qu'elle est séparée. C'est le fait de ne plus être en couple qui l'amène dans la rue. Ouais. Et ça, là, on parle d'elle aujourd'hui, puis tant mieux si ça peut aider cette femme, mais il y en a combien d'autres qui se retrouvent à la rue parce qu'ils sont plus en couple et parce que les deux s'entendent pas forcément. Ouais. Mais tu sais, parce que tu regardes ça, tu dis, t'es son ex, tu dis, voyons, tu peux pas aider ton en ce moment, elle reste encore chez son ex, mais ça arrive à échéance, entre guillemets. Mais oui, tu te dis... Puis il y a plein de couples qui restent ensemble sans être en couple. Pour pouvoir au moins avoir un toit et se séparer. Pour pouvoir se payer quelque chose. C'est quand tu te dis qu'en solo, de façon indépendante, tu n'es plus capable de subvenir à tes besoins. Ouais. C'est parce que le coût de la vie a complètement... Ça a dégénéré depuis les 4 dernières années. C'est pas compliqué. Non, effectivement. Ouais. C'est hallucinant. Puis justement, un petit peu plus tôt aujourd'hui, on a parlé à Adam Mongrain, qui est le directeur d'habitation de Vivre Ensemble. Puis il nous disait que Vivre en ville, Vivre en ville, oui, excusez. Il nous disait que le taux d'inoccupation est autour de 0. Donc, il n'y a pas de logement. Puis là, tu arrives, puis là, tu as 5 ménages qui se disputent, qui se font compétition pour le même logement, qui, des fois, ne répond pas à tes critères, mais c'est que tu n'as plus le choix. Et 33% des personnes disent qu'ils vont accepter n'importe quelle hausse de loyer. 33%. Donc, ça, c'est un tiers des Québécois qui sont prêts à dire mais là, j'ai pas le choix, je signe quand même. Oui, c'est ça. Puis, je vais faire des coupures ailleurs pour essayer de m'en sortir parce qu'en ce moment, ils ne voient pas l'option de dire OK, je m'en vais. Parce qu'il n'y a plus de choix sur le marché. Et on sait où ils coupent. Tout à l'heure, je vais interviewer la directrice de l'organisme Vide ta sacoche. Oui. Parce qu'on vient d'apprendre que là où les gens coupent, à cause de toutes ces raisons que tu viens très bien d'expliquer. Caroline Biron, oui. Voilà, c'est que les gens coupent sur l'hygiène, le papier de toilette, le dentifrice, le déodorant, le shampoing. Tu t'imagines? C'est fou, c'est des trucs de base en plus. Puis là, tu te dis, mais là, le dentifrice, me brosser les dents, c'est essentiel. Mais là, si je les brosse pas, là, je vais avoir des caries, mais aller chez le dentiste, ça coûte papier de toilette. Les yeux de la table, le papier de toilette. Là, tu deviens créatif, là.
Ben, il y en a qui disent qu'ils vont le voler dans des établissements. Puis là, on dirait, je faisais le lien dans ma tête il y a 3 semaines quand on parlait des restaurateurs qui se font voler toutes sortes de choses, dont des rouleaux de papier de toilette dans leur commerce. Ouais. En tout cas, on a toute cette crise. Et dans quelques secondes aussi, tu vas t'entretenir avec Stéphane Desjardins, qui est journaliste et chroniqueur en finances personnelles et en consommation au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui a aussi écrit le livre Louer ou acheter. Donc, est-ce que c'est encore rentable d'être propriétaire en 2024? Parce qu'il y a énormément de coûts. Les taxes municipales, ça a augmenté. L'inflation, les coûts de la rénovation. On ne peut même plus envisager de rénover pratiquement. Donc, je pense que ça va être une entrevue très, très intéressante. Restez avec nous. Mais si vous cherchez où couper, si vous le pouvez, ben aujourd'hui, justement, dans le journal, on parlait de ces garages libre-service. Tu sais, c'est des moyens comme ça qu'on se dit, bon, ben je peux peut-être contourner parce que moi, j'ai fait changer mes freins il y a 2 mois. Première voiture, c'est ma première voiture, première fois que je faisais changer mes freins. Je capotais 1500 $. Finalement, j'ai trouvé une petite place à 1000 $, mais quand même, j'ai fait le saut. Donc, des garages libre-service comme ça, l'idée, c'est que tu arrives avec tes propres pièces. Puis, si tu es un peu manuel... Ben, est-ce qu'il t'a donné tes anciens freins? Non, pourquoi j'aurais dû... Faut toujours que tu demandes ta pièce changée. Ben oui. D'un coup, qu'il ne te l'ait pas changé pour vrai. Es-tu sérieux? Ben oui, certain. Oh, puis souvent, quand c'est moins cher, on me l'a expliqué, là, ça peut être des pièces usagées, reconditionnées. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est pas forcément neuf. Ça veut dire que ça ne va pas nécessairement durer, hein, toffer. On voit que je viens de Charlevoix tout d'un coup. Là. Quand tu dis garage, il y a comme tout un monde de confiance qu'il s'ouvre. Non, mais c'est comme, t'es obligé de faire confiance. Oui. Sinon, tu le fais toi-même. Moi, je serais curieuse d'aller voir ça, là, de ce que tu dis là, dans les garages où tu peux toi-même faire des trucs. Puis de suivre des formations. Mais là, c'est rendu qu'il va falloir qu'on prenne des cours de à peu près tout. À peu près tout. Pour être quand même plus autonome que nous sommes. Mais par chance, nous avons YouTube qui offre tout plein de tutoriels, peut-être pratico-pratiques. Donc, c'est la grosse tendance, les garages libre-service. On peut sauver quand même jusqu'à 50 %. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Si jamais vous avez des pneus à changer, hein, si on est au printemps, ben peut-être que vous pourrez le faire vous-même. Je vous invite à rester avec nous, cube.ca, l'application Cube, pour nous écouter en direct. Et si jamais vous voulez nous écrire, texto 1-877-827-2346. Merci, Stéphanie. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher, tous les jours de semaine dès 15h à Cube. Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Vous avez peut-être vu cette propriétaire plutôt qui disait, moi, si ça continue, je vais vendre ma maison puis je vais aller en location parce que être propriétaire, c'est devenu trop lourd avec tous les coûts d'augmentation. Évidemment, on pense à la flambée des taux d'intérêt, les impôts fonciers, donc les taxes municipales, les coûts de rénovation aussi, l'entretien d'une propriété. Bref, tout ça fait en sorte qu'il y a bien des gens aujourd'hui qui se disent, ma foi, comment vais-je arriver à payer ma maison? Et ce qu'ils avaient construit, cette espèce de rêve de dire, ben j'aurai à ma retraite au moins un bien, je serai chez moi. Mais là, ça commence à être mis en question, tout simplement à cause de cette inflation galopante. Et c'est une question qui mérite de se poser effectivement. Est-ce que c'est plus rentable d'acheter ou c'est plus rentable de louer? Alors, par les temps qui courent, évidemment, selon votre budget, il faut bien calculer vos affaires. On va en parler tout de suite avec Stéphane Desjardins parce que ça tombe tellement bien. Il vient de publier il y a pas longtemps, Louer ou acheter, le guide ultime pour prendre la bonne décision. Merci beaucoup, Stéphane, d'être là. Bonjour Stéphane. Allô. Salut. Alors, écoute, c'est aussi simple que ça. Tu as vu cette dame dans les pages des journaux aujourd'hui qui disait, mon Dieu, mais c'est un loyer, c'est rendu, au moins un loyer, tu sais que c'est le maximum que tu vas payer, alors qu'une hypothèque, c'est le minimum, puis il y a plein de choses qui viennent de se rajouter. Donc, la question est simple. Est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter? En fait, ça dépend de votre situation personnelle. Bien sûr, en 2024, le vieil adage qui dit que quand on est propriétaire d'une maison ou d'un condo, ben c'est de l'épargne forcée. Mm-hmm. C'est plus comment dire pertinent que jamais parce que évidemment on vit dans une société d'hyper-consommation et dans ce contexte-là, c'est difficile d'épargner tout court. On est
constamment sollicités pour sortir notre carte de crédit à tout va. C'est notre époque. Hein? Dans mon livre, ce que je dis, c'est que à sa face même, être propriétaire comparativement à être locataire, c'est pas une bonne affaire. Pourquoi? Parce que une propriété est un très mauvais investissement. Très, très, très mauvais investissement. T'es sérieux, Stéphane? Absolument. Comparé, vous avez zéro rendement avec une propriété. OK? Zéro. Tu parles d'une maison unifamiliale. 1%. Tu veux dire maison unifamiliale? À n'importe quelle propriété. Quand vous entendez votre baby boomer de mon oncle là, ou ma tante qui a acheté sa maison 17 000 $ ou 20 000 $ en 1967 puis qui la revend 700 000 aujourd'hui, là, vous vous dites « Hey! Il a fait de l'argent, lui? » Ben non. Parce que s'il avait mis cet argent-là dans un fonds indiciel ou un fonds commun, bébête, méchant, pépère, sans risque, ben, il y aurait 3 millions dans son compte de banque aujourd'hui, pas 700 000. Pas sûr de ça, parce que, écoute, il y a eu quand même beaucoup de crises. Tu sais, tu dis un fonds sans risque. Ouais. Mais écoute, il y a quand même... Les chiffres le confirment. La bourse est quand même assez peu fiable. Hein? Il y a des crises régulièrement. Absolument, mais il y a des crises régulièrement dans le marché immobilier. De 1976 à 1986, la valeur des propriétés au Québec n'a pas bougé d'un poil. Pendant 6 mois l'année dernière, les propriétés au Québec, à part Mont-Tremblant puis Charlevoix, là, ça a baissé. Alors, le monde de l'immobilier, on pense que ça augmente tout le temps. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas un bon placement. OK? Concrètement, là, la meilleure des formules, c'est d'être locataire, puis de mettre de côté la différence entre ce qu'on dépenserait avec notre loyer et ce qu'on dépenserait avec notre propriété. Parce que la propriété, ben vous l'avez dit il y a quelques minutes, c'est une formule que je reprends dans mon livre d'ailleurs. Tu sais, l'hypothèque, là, c'est le minimum que tu vas payer. Ouais. Ensuite, tu as les taxes, l'entretien, les nouveaux rideaux, les rénovations, les réparations. Puis ça coûte plus cher à chauffer, à climatiser une grande maison qu'un appart, etc., etc. Fait qu'au bout de 25-30 ans, on se retrouve avec des dépenses qui sont énormément plus élevées avec une propriété qu'avec un condo. Ceci dit, si vous avez une maison, vous n'avez pas le choix de la payer, votre hypothèque, hein? Sinon la banque part avec. Hein? Alors que si vous êtes en appartement, ben évidemment, vous n'avez que votre loyer à payer. C'est prouvé que la plupart des propriétaires à leur retraite sont presque 2 fois plus riches que les locataires. Ben oui, écoute, je suis tellement étonnée de ce que tu dis parce que, sincèrement, moi, j'ai grandi. Moi, je me suis acheté mon premier triplex avec mon chum de l'époque. J'avais 20 ans. On l'a rénové nous-mêmes. Et sincèrement, j'ai toujours considéré que l'immobilier était une valeur refuge pas mal plus sûre que la bourse. Écoute, je me souviens encore de, tu sais, on voit notre REER perdre de l'argent, 2008, 2012, 2018, plus ça va, plus les crises boursières se rapprochent. Donc, de toute façon, il y a comme 2 clans. Il y a ceux qui sont pour la bourse, qui estiment que c'est la meilleure chose, puis t'as toujours un autre groupe qui pense que c'est l'immobilier qui est plus rentable comme investissement dans la vie. Là. Puis là, je parle pas de surenchère et tout. Non, absolument. La plupart des études le confirment, des études scientifiques le confirment. Sur une longue période, on s'entend là, sur la même période de temps que la propriété d'une maison ou d'un condo, si vous mettez votre argent dans un fonds commun équilibré, un fonds pépère, là, OK? Pas de risque, là. Un fonds pépère à combien, là, qui te rapporte combien? 7-8 sur 30 ans, c'est ça le rendement de la bourse. Là, 8 autour de. Ouais. Je vous le dis, là, j'ai fait ma recherche, j'ai fait mon bon journaliste là, qui a vraiment cherché, là, puis c'est vraiment les vrais chiffres. Faut vraiment que je change de courtier en valeur mobilière. Non, je vous le dis, c'est vraiment ça. Ceci dit,
c'est évident que, tu sais, si vous placez votre argent puis vous écoutez pas des conseils, ben vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Ou si vous placez vos choses dans des produits financiers qui sont risqués, ben là, non, c'est sûr. Hein, on s'entend. Ouais. Là. Ouais, non, c'est sûr. La maison, elle est rassurante. Ça, c'est clair. Hein? Si on peut y toucher de la brique puis du mortier, ça rassure. Mais c'est pas super payant. Par contre, c'est de l'épargne forcée. Ouais. Dans 30 ans, quand vous avez fini de payer votre hypothèque, il vous reste plus rien que vos taxes. Donc, là, le rapport est inversé. C'est-à-dire que dans le contexte actuel où être locataire n'est pas rassurant, hein, les rénovictions, les augmentations de loyers sauvages, les évictions pour toutes sortes de raisons niaiseuses qui font en sorte que le propriétaire veut loger sa mère, son frère, ses 12 enfants, puis qu'au bout de 5 mois, ben il n'y a plus personne qui est encore là, puis là, on reloue l'appartement 3 fois le prix. Hein, on s'entend. Ça, c'est de la rénoviction, tout à fait. Ben oui, complètement. Ben ouais. T'es à la merci, complètement du marché. Exact. Donc, c'est pas de tout repos être locataire. Donc, si par exemple, il y a une marge qui est pas énorme entre le statut de propriétaire et le statut de locataire, genre quelques centaines de dollars par année, ben moi, j'hésiterais même pas, je deviendrais propriétaire ou je demeurerais propriétaire, quitte à revoir mon style de vie. Exact. Hein? On dit souvent, la classe moyenne arrive pas à joindre les deux bouts, c'est épouvantable. Là, je vais vous apprendre quelque chose. Selon les dernières statistiques, c'est pas moi qui les invente, c'est Statistique Canada, la classe moyenne n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais fait autant d'argent de l'histoire, de l'existence de la classe moyenne. La classe moyenne, parce qu'il y a plusieurs classes moyennes, hein, Stéphane, on s'entend. Ouais. La classe moyenne qui fait un certain montant, là, celle qui est classe moyenne à classe moyenne privilégiée, celle-là, effectivement. Mais il y a une classe moyenne défavorisée qui grossit celle-là et qui frôle le seuil de la pauvreté également. Il y a comme une espèce j'ai des petites nouvelles pour et ça aussi, c'est documenté. Aussi, elle a jamais été aussi riche. Oui, absolument. Elle a jamais été aussi riche, celle-là également. Le problème, c'est que, tu sais, en 2024, comparativement en, mettons, 1970, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas la flash fashion. Les gens descendaient pas dans le sud à Miami ou à République dominicaine ou à Cuba tous les hivers. Ce genre de voyage n'était pas à la portée. Mais les patates et l'huile d'olive n'augmentaient pas non plus de 17 à 18, 19% non plus. Il y a quand même, ne serait-ce que sur l'alimentaire, il y a une augmentation de l'inflation qui est... Les gens n'ont pas 18% d'augmentation par année. Le logement, je regardais les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, c'est 17,5% entre aujourd'hui et l'année dernière, pareille date, sur les logements à Montréal. Fait que là, je veux dire, c'est vite fait, là, c'est une règle de 3. Là, c'est sûr que le monde n'arrive pas. Là. Même s'ils se payent encore des petites gâteries parce qu'ils se disent à un moment donné, tant qu'à, pourquoi je fais tout ça? Ou, les gens sont un peu découragés, ils se disent, écoute, à quoi ça sert de vivre si je suis tout le temps obligé de me priver? Moi, je comprends ça. À un moment donné, ça devient hyper frustrant. Mais... j'ai écrit un livre qui s'appelle Dépenser sans se culpabiliser. Je suis certain, moi je suis pas le genre de gars qui va dire au monde de vivre comme des carmélites, là, des sœurs qui parlent pas couvent, en plus. On s'entend. Ben non, en plus. Ceci dit, dans ce livre-là, j'ai fait le calcul qu'un café par jour chez Starbucks ou Tim Hortons, je parle t'as tellement raison. Glacé, là, ben, c'est une semaine d'ouvrage au salaire minimum à 40% d'impôt. Hein? Mais t'as tellement raison. C'est là où il faut faire des... Tu t'achètes une cafetière chez Canadian Tire complètement. Avec puis là, tu amènes ton thermos, puis là, tu viens de faire la différence entre être capable de vivre dans faire ses lunchs, OK, ben la prochaine fois qu'on se parle, Stéphane, on donne tous nos trucs comme ça pour... merci beaucoup. C'est certain. Mais je retiens, en tout cas, il faut bien connaître. Puis peut-être que si quelqu'un est pigiste,
à ce moment-là, devenir propriétaire, c'est peut-être plus adéquat que quelqu'un qui a une autre situation financière. Il faut vraiment regarder votre situation financière, en fait. Puis lisez le livre de mon ami Stéphane, Louer ou acheter. Ah, c'est donc bien fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Desjardins. C'est publié Merci. C'est publié aux éditions du Journal de Montréal. D'ailleurs, vous pouvez le trouver à peu près dans n'importe quelle bonne librairie. Une autre vision de l'actualité. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes avec Isabelle Maréchal. Oui. Bonjour Isabelle. Ça va bien, Alex? Ça va très bien, toi. On se retrouve. On se retrouve, oui. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, hein? il se passe pas mal de choses dans l'actualité. Peut-être à commencer par cette nouvelle qui est tombée en plein milieu de journée. Encore du sabotage du côté de Nordvolt et du site de la nouvelle usine de batterie à Saint-Basile-le-Grand. Puis quand je dis encore, c'est parce que c'est pas la première fois là, qu'on voit des actes de vandalisme qui pourrait s'avérer quand même assez grave. Là, on avait vu au départ des morceaux de métal être plantés dans plusieurs arbres là, qui devaient être abattus sur le terrain de la multinationale. Ouais, ce qui est extrêmement dangereux. Là. On avait demandé à toutes sortes d'experts ici à Cube, entre autres, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme risque si on coupe ça. Oui, ça peut briser de la machinerie, ce qui était l'objectif des vandales dans cette histoire-là. Mais ça peut aussi, là, tu coupes un morceau de métal sans savoir qu'il est dans un arbre avec une énorme scie, ça revole, ça peut blesser, voire tuer aussi un travailleur. Puis malheureusement, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est encore un acte qui vise les gens qui travaillent du côté du chantier de Nordvolt. Et cette fois-ci, c'est des objets incendiaires qui ont été placés sous des véhicules qui sont utilisés pour la construction, enlever les arbres et autres du terrain. Au départ, on parlait d'engins explosifs artisanaux. Finalement, c'est, j'allais dire ce n'est, mais c'est du matériel incendiaire. Donc, mais genre, c'est quoi? On pourrait penser à des accélérants comme du pétrole, là, par exemple, là, de l'essence, des bidons d'essence ou encore un dispositif pour que ça s'enflamme. Un cocktail Molotov, peut-être. On est resté assez vague, merci, là, sur les objets exacts qui ont été trouvés. Et là, j'imagine que la police fait une enquête, Alex. La police, effectivement, là, la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent qui s'est mise là-dessus aujourd'hui. Le porte-parole de l'entreprise aussi, là, le président directeur général, en fait, de Nordvolt, l'Amérique du Nord, Pablo Cerruti, qui est sorti pour décrier tout ça, parce que là, c'est du danger directement pour les gens qui travaillent sur le terrain de Nordvolt. On se comprendra que oui, il peut y avoir des oppositions au projet. Oui, il y a des gens qui peuvent décrier le terrain qui est utilisé pour ce projet-là aussi. Mais il n'y a pas de mots, Alex, pour décrire ça. Voyons donc. Ça frôle le terrorisme, là, on s'entend. Là, on n'ira pas aussi fort. Le mot est fort, c'est certainement des tatars là, qui font ça puis qui pensent pas. Tu sais, des espèces de têtes de linotte, là, qui réfléchissent pas à leurs actions, qui veulent faire un coup d'éclat. Mais tu sais, Pierre Fitzgibbon et Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, ont réagi. Et sincèrement, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement soit très ferme par rapport à ça. On peut pas laisser faire ça. Oui, surtout qu'ils sont pas les seuls à avoir été les victimes non plus, à avoir fait les frais des gens qui clairement s'opposent, militent pour pas que le projet ait lieu. Il y a des actes de vandalisme aussi qui ont été perpétrés dans les bureaux du Centre de valorisation du bois urbain. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise à Saint-Bruno-de-Montarville qui, eux, on les a déjà reçus ici à Cube, vont prendre les arbres essentiellement qui sont coupés sur le terrain de Nordvolt pour les revaloriser. Les réutiliser. C'est les gens, là, je suis pas sûr que les vandales dans cette histoire-là comprennent. C'est les gens là, qui prennent ce bois-là puis qui le récupèrent, qui le réutilisent. C'est un geste environnemental. Mais comme ils travaillent sur Nordvolt, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Peu de détails pour l'instant, mais on parle d'actes de vandalisme. À leur bureau. À leur bureau, à eux. Donc, on tente de faire peur et aux ouvriers qui travaillent sur le chantier et aux gens aux alentours qui vont récupérer tout ça. Bref, assez déplorable. Merci. Hâte de voir s'il va y avoir également des arrestations dans ce dossier-là. Comme je le dis, l'enquête policière, elle, est en cours. Actualité. L'autre dossier qui était très surveillé et très attendu aujourd'hui, c'était la fameuse rencontre entre Mme Guilbeault, la ministre des Transports, et les maires des grandes villes qui en ont du transport en commun, puis du transport en commun déficitaire particulièrement. Oui, c'était ça le but de la rencontre. C'était ça le but de la rencontre. Voir si Québec allait éponger les dettes. Oui, puis il y a fort à parier quand même que ça devait être une drôle de rencontre. En commençant, là, on se comprend aujourd'hui, c'était non seulement une rencontre virtuelle, donc en Zoom, un bon classique, mais surtout, c'est que ça fait des semaines et des semaines qu'on a les maires d'un côté, le gouvernement de l'autre qui se lance,
des trucs pas fins. Je vais le dire comme ça, à la tête, hein, des insultes ou parler des maires comme des quêteux, là, dernière fois. Parler de Mme Guilbeault comme quoi elle n'est pas responsable dans le dossier du transport. Bref, il y a eu beaucoup d'échanges de paroles. Et aujourd'hui, semble-t-il que c'était une rencontre là, qui a été productive. Oui, ils ont dit productive. Et courtoise. Ah, voilà. Courtoise, c'est les mots qu'a utilisé Mme Guilbeault au sortir de tout ça. Les maires en question, c'était Québec, Montréal, Lévis, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et Gatineau qui étaient présents. Et là, on a d'autres rencontres qui sont prévues entre les maires. Courtois, ça veut juste dire poli, là, on s'entend? Oh oui, ça veut pas dire qu'ils sont arrivés à un... Ça veut pas dire que t'as beaucoup... Non, pas du tout. T'as beaucoup avancé. Il y a un chiffre qui flotte déjà depuis un bon moment, d'abord apporté dans les pages de la presse, qui dit que ce serait 200 millions de dollars là, qu'on déciderait d'éponger. Les maires demandaient le double? Oui, quelque chose comme 420 millions, si je ne m'abuse. Et ça, c'est pour éponger, dans le fond, le déficit conjoncturel là, des grandes sociétés de transport. En gros, c'est ce qui a été accumulé par la baisse d'achalandage pendant la pandémie, là, grosso modo. Parce qu'il y a le déficit structurel, puis il y a le déficit conjoncturel. C'est pas la même affaire. Non, pas du tout, parce que d'un autre côté, c'est le déficit qu'on fait, puis qu'on risque de faire toutes les années à suivre s'il n'y a rien qui change du côté là, des grands modes de transport collectif du Québec. Puis là, c'est les sociétés qu'on veut ausculter, on va le dire comme ça. Là. Déjà qu'il y a un rapport qui a été demandé par la ministre, là, à savoir à l'intérieur des compagnies elles-mêmes, comment on gère ça, où va l'argent, etc. Ça reste à voir. C'est un exercice intéressant, par exemple. C'est un exercice intéressant, sachant qu'il y a des postes, ça a été dévoilé quand même des derniers mois, il y a des postes dans les sociétés de transport en commun qui sont payés bien plus cher, des fois comme 30% plus cher que leur pendant qui serait fonctionnaire, par exemple, dans une autre société d'État. Donc, il y a sûrement des modes comme ça là, à revoir de ce côté. Et ça va être d'autres rencontres qui vont être effectuées en Mme Guilbeault individuellement avec d'autres maires par la suite pour voir exactement combien. Mais aujourd'hui, semble-t-il qu'on n'a pas parlé de montant exact avec les maires. Donc, c'est une situation qui est à suivre puis qui est importante, je pense, pour l'avenir du transport collectif au Québec. Ouais. On a besoin de réfléchir à ça, là, Isabelle, à la manière dont on opère nos systèmes maintenant en 2024. Complètement. Puis en même temps, moi, je trouve ça quand même déplorable. Par exemple, qu'à Montréal, on ait choisi d'augmenter. On dit, on va pas enlever des services. On ne peut pas enlever des services. Ça, c'est hors de question. Mais en même temps, on augmente les tarifs. Oui, constamment. Et là, tu te dis, ben, est-ce qu'on veut vraiment... Moi, je me demande, est-ce qu'on veut vraiment que les gens l'utilisent, le transport en commun? Si tu augmentes le tarif, c'est très bien là, pour les personnes âgées, là, d'avoir un peu démocratisé, d'avoir rendu ça gratuit à certaines heures. Mais là, encore, une augmentation de la fameuse carte puce, sincèrement, je trouve que c'est un frein de plus en plus à l'entrée. Il y a du monde qui ne vont pas prendre le transport en commun. L'été, à la rigueur, tu peux prendre des Bixi, tu peux marcher. Mais l'hiver, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la prise de décision. Oui, puis je vais aller plus loin. J'ai eu l'occasion de m'entretenir, évidemment, là, avec des gens qui travaillent pour des sociétés de transport, entre autres la STM à Montréal. Là, je les nommerai pas, bien évidemment. Ils m'ont parlé sous le couvert de l'anonymat, mais qui m'expliquent qu'un autre dossier, puis peut-être celui-là, il va falloir réfléchir, là, j'en sens l'air. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens, particulièrement dans les autobus, dans les métros, qui ne payent pas. Tout simplement, qui vont rentrer, qui vont sauter des clôtures pour le métro. Il y en a toujours eu, il va continuer à en avoir constamment. Mais dans les autobus, là, un autobus qui a 2 portes, tu sais, les gros autobus accordéons, porte d'en arrière, tu es censé taper ta carte. Qui surveille ça? Personne. Semble-t-il que c'est quelque chose qui se répète et se répète et se répète encore. Puis le pauvre conducteur devant, pensez que c'est lui qui va faire la police? Non, surtout qu'ils ont la consigne de ne pas empêcher personne de rentrer en passant. Même si la personne ne paye pas, le chauffeur ne peut rien faire. Il doit hausser les épaules puis espérer, prier pour qu'il y ait un contrôleur de la STM qui rentre après puis qui finisse par pincer la personne. Donc, peut-être des pistes comme ça de choses à revoir éventuellement dans le transport en commun. Il y a une époque, ils te donnaient des contraventions. Direct, hein? Dans le métro, là, par exemple. Et théoriquement, ils le font encore. Théoriquement, ils le font encore. Ouais. Mais moi, j'ai vu 2 contrôles dans toute ma vie. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, là, en ce moment. Oui, surtout dans le métro de Montréal, mettons. Quelque chose. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Sinon, on continue d'anticiper de manière négative le 1er juillet, la date butoir des déménagements qui s'en vient bientôt. Parce qu'aujourd'hui, là, dans les pages de nos collègues du Journal de Montréal, on s'est penché véritablement sur la crise du logement, sur la manière dont ça va impacter, bien évidemment, les gens qui se cherchent actuellement un logement, mais même les propriétaires aussi. Puis c'est vraiment ça qui retient beaucoup d'attention, c'est de voir à quel point
même si t'es proprio, que t'as accédé là, au logement, ben, c'est pas une situation qui est simple économiquement. Juste au niveau des taxes municipales, des taxes scolaires, à quel point ça a augmenté. Moi, j'ai fait le saut, Isabelle. Je suis évidemment pas propriétaire en ce moment. L'accès à la propriété pour ma génération est assez difficile. Merci. Mais là, une augmentation sur un an, moyenne de 227 $ de taxes municipales à Montréal sur un an. C'est-tu monde, c'est complètement cinglé? Ben, écoute, c'est sûr que c'est une pression pour certaines personnes. Il y en a que ça dérangerait moins, mais ça a déjà été plus que ça aussi. Mais c'est surtout que c'est chaque année. Oui. Régulièrement, tu as des augmentations de taxes, puis c'était juste ça, mais il y a tout le reste. Beaucoup le coût des matériaux aussi. Puis on dit aux gens, faut faire des rénovations, il faut l'entretenir, ta maison. Oui, pas le choix. Hein? On s'entend. C'est ça qui coûte cher aussi. Oui, des dépenses... Mais sincèrement, la plus grosse pression pour les propriétaires, c'est les taux hypothécaires. Oui. C'est les taux hypothécaires. Écoute, c'est pas compliqué. Quelqu'un aujourd'hui qui a une hypothèque à taux variable a payé le double l'année dernière en intérêt que l'année précédente. Là. Oui, c'est les pressions qui sont... Et ça, c'est la Banque du Canada. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait que la Banque du Canada a exagéré dans sa politique monétaire là, pour freiner l'inflation. On est allé comme 2 augmentations minimum trop loin. Là, aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont baisser les taux? Juste donner de l'air aux gens. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? J'ai une amie qui, dernièrement, a mis sa maison en vente à Longueuil parce qu'elle s'est acheté quelque chose un peu plus loin pour avoir un peu plus grand, avoir du terrain. Elle a eu 59 visites, 17 offres d'achat en surenchère. Ah, mais Et elle a fini par avoir 90 000 $ de plus parce que les gens sont prêts. Parce que c'est une maison dans les 450 000 $. C'est rare, là. Oui, wow. C'est très rare. Fait qu'elle a eu tellement de monde. Mais tu sais, quand on dit, le marché immobilier, ça s'est calmé, les gens ont moins d'argent, ils font attention. Non. Ah, non. Non, les gens cherchent activement des maisons abordables parce qu'ils se disent, écoute, c'est ça où je vais peut-être dormir dans mon auto éventuellement si je trouve rien. Là. Ce qui est une histoire littéralement racontée dans les pages journal. Complètement. Et qu'on voyait pas au Québec avant, Alex. On voyait ça, c'était aux États-Unis. Tu sais, pendant la dernière crise, en 2008, 2018. Ouais. Les gens dormaient dans leur voiture. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus chez nos voisins du Sud parce qu'il y a d'énormes disparités. Puis chez nous, c'est comme une société plus égalitaire. Ça nous coûte assez cher. Supposément, là, on va se le dire comme ça. Mais c'est le 1er juillet aussi. Là, on parle beaucoup de propriétaires, locataires également. Là, dans les dernières semaines, on envoie là, des logements. Là. Hey, un beau 4,5 à 1 600 $. Wouhou! Il y a quelque chose comme 70 personnes dehors qui attendent pour visiter ça à un prix qui, il y a quelques années, aurait fait hérisser le poil sur le bras des gens à Montréal. Vraiment, le 1er juillet, là, on le dit, puis on le dit à chaque année, ça va être une date catastrophique. Mais là, on voit la vague arriver, le tsunami s'en vient, puis malheureusement, on semble un peu impuissant. Et c'est pour ça qu'il faut plaider pour du logement abordable et qu'on construise rapidement, sans trop couper les coins ronds pareil, quand même, là, mais qu'on construise, qu'on se donne les moyens de donner des logements abordables aux gens. Là. C'est le nerf de la guerre, c'est l'offre et la demande. Quand il n'y a pas de logement, ben, c'est difficile de loger les gens. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Ça, je t'avoue que ça a piqué ma curiosité aujourd'hui, Isabelle, des chercheurs de l'Université Laval, des jeunes chercheurs. Puis on s'entend, on est dans les idées, on est dans les hypothèses, quelque chose qu'on veut appliquer, mais qui viennent de commencer à travailler sur le projet de changer le groupe sanguin du sang. Puis là, on se comprend. Pas changer votre groupe sanguin à vous. Il n'y a personne qui va vous injecter quoi que ce soit pour modifier votre sang. C'est bon que tu le précises. Écoute, moi, je vois assez de groupes conspirationnistes et complotistes dans une journée qui se mettent à flipper sur des manipulations génétiques sanguines imaginaires. Ça vaut la peine de le préciser. Parce que oui, en ce moment, dans les banques de sang, on le sait, il y a des pénuries. Chaque année, ça revient, puis particulièrement depuis la pandémie, excessivement difficile d'avoir accès à un stock sanguin qui se renouvelle rapidement. Et évidemment, ça irait beaucoup mieux si on pouvait tous avoir le O négatif comme groupe sanguin. Donneur universel. Le donneur universel, parce que c'est pas une majorité de la population, là, c'est 1 sur 10, malheureusement, qui a ce groupe sanguin-là. Mais on veut s'attaquer du côté de ces 12 jeunes chercheurs à l'Université Laval, justement, à cette catégorie de sang. Là. Être capable, en gros, de transfuser du sang de n'importe qui à n'importe qui. Là. C'est vraiment leur projet. Quoi déjà? Ils l'ont expliqué un peu. C'est les antigènes à la surface des globules rouges. Là, parce que si on les modifie, c'est les antigènes de ceux qui vont donner votre groupe sanguin. Là, on les évalue comme ça. Mais si on est capable de le modifier, on pourrait faire du sang O négatif avec n'importe quel groupe sanguin. Évidemment, en passant là, dans une espèce de grosse machine biochimique. Là, on appelle ça un bioréacteur. Faire une espèce de
presque un sentier avec le sang qui me permettrait de modifier tout ça. Je ne suis pas un expert, bien évidemment, mais je t'avoue. Mais c'est fascinant. Mais j'ai été étonnée parce qu'à la fin de l'article, je lis, là, ils sont occupés à d'autres choses, fait qu'ils ont comme un peu laissé ça de côté. Je dis, voyons. Je pense que ça prend des fonds, ça prend du temps, puis ça prend beaucoup de recherche. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui devrait les encourager à financer ça. Ça devrait, parce que là, on s'entend, ça bénéficierait pas juste au Québec, mais évidemment dans l'ensemble du monde. Donc, on va suivre ça. Ingénieux créatifs. On va suivre ça avec attention. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Triste nouvelle pour la francophonie au grand complet. Le présentateur, écrivain, animateur français Bernard Pivot qui s'est malheureusement... Qu'on connaît bien ici au Québec, il est venu souvent nous voir. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est-tu vrai? Ben oui, je l'ai interviewé une couple de fois. Homme charmant? Ouais. Écoute, tellement. Et un homme de grandes lettres et en même temps très humain, très accessible. Oui. Ben, c'est une légende, sincèrement. C'est une légende qu'on perd aujourd'hui, 89 ans dans la région parisienne. C'est sa famille qui a annoncé le tout. Donc, lui qui a été connu particulièrement pour ses célèbres émissions à Bouillon de culture, apostrophe, bien évidemment. Sa fameuse dictée aussi. La fameuse dictée, évidemment. Il y a eu les Dicos d'or aussi. Hein, c'est ça, le championnat d'orthographe. Ça a fait le tour du monde, même ici au Québec, si je ne m'abuse. Je suis un peu jeune pour ça. Il a été au Goncourt aussi, il me semble. En 2004, il est entré au Goncourt. Il est devenu le président en 2014, s'en est retiré en 2019. Donc, un monument de la francophonie, un monument qui est célébré aujourd'hui, là, malheureusement, là, avec son décès. Donc, ça touche pas mal tout le monde ici et outre-mer. On enchaîne avec les nouvelles économiques du jour parce que tantôt, on parlait de l'habitation puis à quel point c'est difficile de se loger. Mais maintenant, savez-vous que ça va être difficile aussi de ne pas puer? Ben oui, selon un sondage léger. Tu te demandais où je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Sondage léger qui paraît, puis honnêtement, qui est fort déprimant, je trouve, qui démontre que il y a de plus en plus de Québécois, 1 sur 3, qui commence à limiter ou à modifier ses habitudes de consommation de produits d'hygiène personnelle à cause, bien évidemment, de l'augmentation du coût de la vie en général. Fait que je faisais une bien mauvaise blague en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui vont puer le swing dans le métro, peut-être, mais c'est vraiment tragique quand ça se met à frapper comme ça. Oui, déodorant, mais shampoing, dentifrice, savon, les produits menstruels, du papier de toilette, augmentation du vol de papier de toilette dans les endroits publics. Quand c'est rendu que les gens doivent aller voler le rouleau du dépanneur, on a un problème. Là. On s'entend. Mais c'est très cher, Alex, quand tu regardes ça. Là. Tu sais, tout ce qui est essuie-tout, papier de toilette, Kleenex, bon, là, je dis la marque, là, mais papier mouchoir, tous ces produits-là, tous les savons à laver, écoute, c'est cher, ces maudits produits-là. Puis, il faut les diluer. Moi, je vous donne mon truc. Moi, je les dilue. Parce que, c'est de l'assouplisseur, des trucs comme ça. Puis, j'essaie de prendre le moins chimique possible. Mais tu peux les diluer. Il faudrait vraiment que tu nous fasses la liste complète de tous tes trucs domestiques. Moi, je suis madame, mais à chaque fois, je sais. Je suis Madame Truc. Voilà, Madame Truc, mais c'est mais tu sais, papier de toilette, tu peux pas trop lésiner. Là. Non. Puis il y a une différence sur le 2 plis versus le 3 ou 4 plis. Oui, il y a une différence quand même. Puis ça arrache à 2 quand même. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça spécial qu'il y ait des gens qui volent les rouleaux de papier de toilette en public ou dans des établissements publics parce que c'est rare que ce soit plus qu'un 1 épaisseur. Puis faut que t'en sortes pas mal. Puis le dentifrice, on a déjà un problème. T'sais, les dents, là... surtout au Québec, on n'a pas forcément, on n'a pas la meilleure habitude par rapport à tout ce qui est soins dentaires parce que ça coûte cher. Épidémie de carie chez les jeunes d'ailleurs, ça c'est des habitudes, là, on s'entend, c'est plus que les traitements. Et beaucoup de dentistes le disent, pas assez souvent à mon goût, mais je pense que c'est à nous les médias de le répéter. L'hygiène dentaire fait en sorte que tu vas avoir, si tu es bien dans ta bouche, c'est le cas de le dire, si tu prends bien soin de ton hygiène dentaire, ça va t'éviter certaines maladies quand tu vas avancer en âge. Et ça, c'est important de le dire, là, parce que toutes les maladies buccales, quand tu vieillis, là, sont très importantes et finissent par être coûteuses aussi. Donc, moi, je trouve qu'on devrait aider les gens. Là, mais tu as un traitement de canal à 1250$, qu'est-ce que tu veux, que les gens Hey, 1250$. Oui, on s'entend que si tu te mets à couper le dentifrice dans tes dépenses, tu risques d'en avoir des pas mal plus grosses là, plus tard, d'hypothéquer ta santé. Il est en spécial chez Jean Coutu à 88 cents, si ça vous intéresse. Moi, je suis Madame Circulaire aussi. Jean Coutu devrait mettre des pubs c'est ici, un ami. Là, à t'entendre comme ça. C'est un ami. Moi, je fais mes circulaires. Puis là, je mets des X, OK, là, puis là, puis là, puis là. Bon. Tu vois? Tu nous partageras ça. Tellement. Le monde.
Sur la scène internationale, nouvelle d'importance, alors qu'on apprend aujourd'hui que le Hamas aurait accepté un cessez-le-feu proposé par l'Égypte et le Qatar. Faut comprendre, ça fait déjà là, des semaines et des semaines que les deux autres pays du Moyen-Orient travaillent activement pour essayer de trouver une solution de cessez-le-feu. Et là, tu l'as bien dit, c'est l'Égypte et le Qatar qui négocient et non pas le Hamas et Israël. Non, exactement. Là. C'est Égypte, Qatar, États-Unis qui font de la médiation depuis un bon moment. Là. Fait même, je dis des semaines, c'est des mois. Là. On essaie de créer une entente de trêve qui pourrait convenir aux deux parties. Et là, la proposition qui est sur la table actuellement, là, on parle de 3 phases de désescalade, si on veut, 42 jours par phase. Là. Donc, on se comprend, là, c'est sur une longue période. Là-dedans, ça inclut, oui, un retrait israélien complet de la bande de Gaza sur ces 3 phases-là, un retour des gens qui sont déplacés, un échange d'otages, là, donc pour ramener tous les otages israéliens qui sont encore entre les griffes du Hamas, et faire un échange avec des prisonniers palestiniens qui sont détenus par Israël, et à la fin de tout ça, un cessez-le-feu permanent. Du moins, c'est ce que le plan prévoit. Parce que pour l'instant, le Hamas a accepté. Reste à voir ce que va faire Israël. C'est ça. C'est pas clair. On a entendu le froid et le chaud en début de journée. Oui, parce que depuis déjà là, ce matin, on est en train de demander là, du côté de l'armée israélienne à beaucoup de réfugiés palestiniens de se déplacer, là, particulièrement à Rafah, une ville de la lisière sud de la bande de Gaza, où les bombardements sont intenses et il y a de la population massée là qui ont de la difficulté à se déplacer. Donc, leur demander rapidement de s'en aller sous peine de subir d'autres bombardements ou d'autres assauts. Mais c'est certain que c'était... Je pense qu'on parle de 100 000 personnes, quelque chose comme ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sur place. Mais pour l'instant, reste à voir si Israël vont accepter parce que dans les dernières propositions qui ont été faites, il y a 2 points sur lesquels Israël ne voulait jamais bouger. C'était la restitution des otages. Là, ça semble être le cas dans cette proposition-ci. Mais aussi, ils veulent poursuivre, selon Benjamin Netanyahou, poursuivre l'offensive jusqu'à la fin. Ils veulent l'éradication complète du Hamas. Donc, est-ce que cette proposition-là, qui, on se comprend, ne prévoit pas cette clause-là, puisqu'elle est acceptée par la Hamas elle-même, pourrait être acceptée par Israël? La balle est dans leur camp. Il y a une question de trêve temporaire versus trêve permanente. Oui, puis après ça, il y a les pauses humanitaires, d'établir des corridors humanitaires aussi. Dans tous les cas, la population palestinienne est coincée sur place. Il y a des gens, des centaines de milliers de personnes là, qui sont déplacées, réfugiés, sans nourriture, sans eau. Donc, c'est une situation qui est insoutenable dans tous les cas. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ensuite, c'est la balle dans le camp d'Israël pour ça, mais il faut voir avec eux. Oui, depuis un moment d'ailleurs, oui. Oui, donc si c'est pas des termes qui leur conviennent, est-ce qu'ils vont y aller d'une contre-proposition aussi? Mais ça reste à voir également. Le Monde. En terminant, là, Donald Trump. Là, les jours se suivent et se ressemblent pour M. Trump, qui a une petite pause en fin de semaine de son procès pénal à New York. Je le rappelle en quelques lignes, l'affaire Stormy Daniels, un paiement de hush money, comme on dit en anglais, de l'argent du silence pour faire taire une aventure qu'il aurait eue avec la star du X il y a de cela plusieurs années, lors de la première campagne électorale qu'il a remportée en 2016. Et là, même s'il a pu profiter de sa fin de semaine, il est allé au Grand Prix de Miami, il a pris des petites photos. Mais aujourd'hui, c'est retour en cours pour lui. Et là, il est allé au Grand Prix de Miami, finalement, parce qu'il était supposé être persona non grata. Il était persona non grata sur les paddocks. L'endroit où... parce que... Fait qu'il s'est acheté des billets, finalement? C'est ça. Il a dû s'acheter des billets puis aller quand même prendre des belles petites photos avec un peu tout le monde, là, faire acte de présence. Mais dès le retour ce matin au tribunal, il y avait des mauvaises nouvelles. Pour lui, le juge Joan Merchant, qui préside, là, évidemment, son procès, l'a condamné encore une fois à une amende de $1,000. Bon, on se comprend. C'est des peanuts pour M. Trump. C'est le principe. Mais surtout, l'a menacé de véritables peines d'incarcération cette fois-ci parce qu'il a encore violé son gag order, l'ordre de garder le silence qu'il a autour de ce procès-là. Puis qu'on dit silence. Il ne doit pas dire un mot, c'est ça? Non, évidemment pas. C'est ce que lui dit. Lui a même affirmé faussement la semaine dernière avec son avocat que ça l'empêchait de témoigner à son procès. Ce qui est complètement faux, soit dit en passant. C'est juste qu'il n'a pas le droit de menacer et d'attaquer verbalement les témoins et les jurés, les gens qui participent au procès. Sauf que fait M. Trump chaque jour avant de rentrer là? Il fait exactement ce qu'on vient de lui demander de ne pas faire. La dernière fois, c'était presque 10 minutes après avoir reçu un gag order. Ça a fait sermonner $9,000 dernière fois parce qu'il y avait 9 infractions différentes.
il a recommencé. Il a recommencé presque instantanément. Là, cette fois-ci, c'est une nouvelle entrevue dans laquelle là, il critiquait la rapidité de sélection du jury en disant que c'était vraiment louche qu'on ait réussi à constituer un jury aussi rapidement que ça dans le cadre de son procès. Puis ça, c'est un gros non-non encore une fois. C'est la deuxième fois quand même que le juge le menace d'une peine de prison. Est-ce que cette fois-ci, ça pourrait être la bonne s'il recommence? Parce que, selon ce qu'on a vu jusqu'à date, il pourrait bien recommencer. Ça reste à voir, Isabelle. Et voilà, tout savoir en 24 minutes. Et c'est mission accomplie. Mon Dieu, que j'ai du fun à dire ça. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode tous les jours en semaine en direct à la radio et à la télé. Aussi disponible en balado et vidéo sur l'application ou la plateforme cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Ce sera Gosselin Maréchal. Salut, Francis. Salut, Isabelle, ça va bien? Ça va et toi? Co-animateur du balado Prends pas ça pour du cash. Là, on va parler de Post Canada parce que, à part le timbre qui augmente, il y a effectivement des pertes importantes qui ont été rendues publiques, Francis? Là, tu te dis, est-ce la fin de Post Canada? C'est ça? Il me semble que je pense t'exagères, que non, non, mais je pense quand même que, tu sais, on parle du prix des timbres. Ceci explique quand même un peu cela. Là. Je veux dire, là, ce qu'on a appris, c'est que pour l'année 2023, la Société d'État a fait une perte de 750 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent quand même. Oui. L'année dernière, ils avaient perdu 550 millions. Donc, en fait, la perte se creuse là, année sur année. Ce sont de très mauvaises nouvelles. Puis ça, ultimement, paradoxalement, Isabelle, c'est toi et moi et nos auditeurs qui payent. Là, je veux dire, Société de la Couronne. C'est la Société de la Couronne. Et puis, évidemment, donc là, on fait augmenter le prix du timbre d'à peu près 6,5%. Ça pourrait pallier en partie là, du côté revenu. Il s'en va quand même, là, le chiffre m'a surpris, 2,2 milliards de lettres au Canada. C'est fascinant quand même. Hein? Et moi, j'avoue que j'aime bien mon postier et j'adore recevoir des lettres. Ah, j'adore ça. Moi, écoute, dans la région où j'habite maintenant, la poste, elle est livrée au coin de la rue. Donc, j'ai plus du tout de relation avec un humain. Là. Ouais, moi, les boîtes, c'est en face. Dès que je le vois, je sors. Je dis, bonjour! Moi, mais donc, on n'a plus la relation. Puis honnêtement, à moins que j'attende vraiment quelque chose, je t'avouerais que je vais rarement chercher le courrier. Tu sais, j'ai mon abonnement à The Economist que je sais qu'il rentre le tel jour. Souvent, c'est ce jour-là où je prends le courrier pour toute la semaine. Ouais. Et donc, mais tu sais, c'est un modèle, je pense, qui est à revoir, Francis. Es-tu d'accord? Parce que, écoute, j'ai fait l'exercice j'ai envoyé une lettre recommandée à un client. C'était il y a 2 mois. Ça a pris 17 jours avant qu'il la reçoive. 17 jours. C'était à Laval. J'aurais dû aller y porter, sincèrement. À pied. C'est comme ça, sincèrement. Ouais, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ouais. La contrepartie de ça, évidemment, c'est que là où il y a de l'argent à faire, c'est dans les colis, hein, évidemment. Puis, on sait que Post Canada a été lente à réagir, alors que UPS, FedEx et plusieurs autres joueurs, surtout américains, commençaient à s'emparer de ce marché-là. À une époque, tu te rappelleras, Isabelle, Amazon passait en grande partie par Post Canada, et à un moment donné, Amazon a décidé d'internaliser ce service-là. On voit des camionnettes Amazon un peu partout, et donc ça a fait très mal aussi à Post Canada. Je voulais quand même te donner un petit élément quand même qui m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai regardé du côté américain qu'est-ce qu'il en est, le United States Postal Service, USPS. Pour le premier trimestre de cette année, ils ont fait une perte de 2,1 milliards de dollars. Ah ouais, ce qui, sur une base annualisée, là, on estime qu'ils vont perdre environ 7 milliards. Tu diras, au prorata de la population, c'est à peu près équivalent. C'est 10 fois plus. Mais ça reste que c'est pas exclusif à Post Canada, cette difficulté-là de un peu boucler là, les comptes. Et probablement que la Poste française vit les mêmes enjeux. C'est drôle que tu m'emmènes sur ce terrain-là parce que pas du tout. Non? En fait, je savais pas. Je sais que tu as beaucoup d'amour pour la France. La Poste en France, c'est évidemment, c'est comme le Canada, on distribue des courriers et des colis. Mais la France, comme tu sais, la Poste française a fait le pari de devenir une banque. Ouais. Donc maintenant, on peut faire des dépôts dans les différents guichets. Et c'est très numérique. Téléphones cellulaires. C'est très numérique. Ils ont pris le virage numérique. Ouais.
Et c'est devenu non plus exclusivement un prestataire de timbres ou de colis, mais de plein d'autres besoins que les Français ont. Et donc, l'année dernière, la Poste française a fait 31 milliards de revenus et 1,5 milliard d'euros de bénéfices. Un modèle à suivre pour Poste Canada, donc peut-être. Je sais pas si les Desjardins, RBC et autres banques nationales de ce monde-là verraient d'un bon œil que Poste Canada vienne leur voler leurs clients hypothécaires. Non, mais tu sais, entre autres, la Poste en France, c'est aussi, ils s'en servent aussi comme modèle d'identification citoyenne. Tu sais, tu as plein de services que tu pourrais rajouter, là. C'est la Poste Canada, mettons. Absolument. Puis évidemment, moi, tu sais, je passe une partie de ma vie dans le joli village de Deschambault, 3000 âmes, et il y a un bureau de poste. Et objectivement, comme modèle d'affaires, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça reste que Poste Canada reste un service de proximité pour pratiquement tous les Canadiens. Et je devine, sans avoir fait d'études très exhaustives, mais que la madame du bureau de poste de Deschambault, elle travaille pas intensément 8 heures par jour. Donc la question, c'est est-ce qu'elle pourrait vendre d'autres choses, d'autres services, remettre de l'argent en cash comme un guichet, etc. T'sais, il y aurait peut-être effectivement là quelque chose à explorer, mais le problème, c'est que là, Poste Canada accumule énormément de retard. Ils n'ont pas changé vraiment leur modèle. C'est très syndiqué, Francis, aussi. Avant la pandémie, et c'est très syndiqué. C'est très pris sincèrement, là, pour en jaser longtemps. J'écoutais, Isabelle, un reportage à TVA plutôt aujourd'hui, mais c'est paradoxal parce que, tu sais, dans certaines petites municipalités, tu parlais de ton facteur ou de ton postier. Ce sont de bons emplois, puis ce sont de rares bons emplois qui restent, tu sais, alors que beaucoup de banques et Desjardins et d'autres ont fermé, par exemple, certaines de leurs succursales, alors qu'on a perdu certains commerces de proximité, parfois un petit dépanneur, etc. Le bureau de poste, souvent, c'est un peu le dernier bastion où il y a encore de bons emplois, puis après, c'est pas des emplois à 100 000 $. Pour finir sur Poste Canada, tu te souviens aussi, il y a quelques années, quand on annonçait des compressions, puis qu'on disait les facteurs et factrices iront plus, voir telle et telle personne, il y a beaucoup de la FADOC, entre autres, étaient intervenus, des gens âgés qui disaient, ben moi, là, s'il y avait pas le facteur, je verrais personne. Fait qu'il y a quand même, tu sais, ils font œuvre utile, il y a quelque chose qui est dans... C'est toute la contradiction de cette organisation-là qu'on aime. Honnêtement, j'ai pas de j'ai pas de mauvais sang avec Poste Canada. Moi, comme toi, j'aime recevoir et parfois même envoyer j'aime ça mettre mon timbre. Il y a quelque chose d'un peu traditionnel là-dedans. Tout à fait. Ça va être à surveiller dans les prochaines années. J'aimerais qu'on parle du rebond du nombre de ventes de propriétés à Montréal, parce que tu sais que c'est un de mes sujets favoris, l'immobilier. Oui. Et là, évidemment, il y a plein de gens qui se préparent éventuellement. Tu sais, j'en parlais il y a pas très longtemps. Là, la politique monétaire de la Banque du Canada a fait en sorte que c'est vraiment une pression indue sur les propriétaires. Évidemment, je te parle pas de ceux qui ont des taux variables, c'est juste l'enfer. Mais là, il est temps qu'on freine ça, que le taux directeur baisse, donner un peu d'air aux gens, et aussi parce que, là, on anticipe un peu cette baisse, peut-être en juin. Probablement, Francis, je peux pas croire. Peut-être. Moi, c'est mon pari, Isabelle, comme tu le sais peut-être, là, avec Mario d'ailleurs. Mais oui, en même temps, Isabelle, ce que je veux, tu sais, à ce sujet-là. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, là, c'est qu'il y a vraiment un rebond important. C'est le 3e mois consécutif que le nombre de propriétés résidentielles dans la région de Montréal rebondit. Mais c'est la saison. De 25. Non, mais c'est par rapport à l'an dernier. Là, c'est pas une augmentation par rapport à mars, c'est par rapport à avril. À la même période l'année dernière. 25% au-dessus, ça va très bien. Par contre, évidemment, puis je suis totalement aligné avec toi, ce serait agréable que le taux directeur baisse, donner un peu d'oxygène aux familles, mais la contrepartie de ça, quand je vois des chiffres comme on voit aujourd'hui, c'est qu'évidemment, quand le taux baisse, beaucoup de gens se relancent sur le marché, se disent, je vais enfin acheter ma propriété, je vais déménager. Et donc, qu'est-ce que ça fait, Isabelle? Ça met une pression à la hausse sur les prix. Oui. Donc, on paye moins d'intérêts, mais ultimement, les propriétés deviennent plus chères, donc moins abordables. Et donc, c'est comme cette espèce de spirale de la mort dans laquelle on est vraiment prisonnier au Québec et dans le reste du Canada d'ailleurs. Et donc, je me réjouis que l'activité reprenne, mais ce que j'ai très hâte de voir, Isabelle, c'est les mises en chantier, c'est-à-dire de l'offre sur le marché de l'immobilier et pas juste des gens qui partent en surenchère pour acheter des maisons à n'importe quel prix. Mais là, on assiste
beaucoup. Ça reste un... Ouais, il y a beaucoup de surenchères en ce moment, là. Et on avait dit que ça allait... Exact. C'est fou, là. Ça avait un peu arrêté, hein, quand le taux a atteint le 5%. Là, les gens, il y avait même des gens qui offraient sous la valeur de marché. Mais là, ce qu'on entend, effectivement, sur le marché, c'est qu'on est reparti dans des offres multiples, de la surenchère. Juste un autre petit indicateur qui est intéressant, le prix des maisons unifamiliales, là, qui est quand même un élément d'observation, a augmenté de 7% par rapport à l'année dernière. Oh. Et donc, il est à 575 000. Isabelle, ça commence à être beaucoup d'argent là, surtout pour des premiers acheteurs. Puis 7% d'augmentation, ben éventuellement, ça fait qu'il y a des gens qui se qualifieront tout simplement pas. Ça veut dire que la mise de fonds doit être plus importante. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, un élément à surveiller très attentivement en matière d'abordabilité là, pour les ménages québécois. Francis, merci beaucoup. À demain. Je t'en prie. À demain. Tous les épisodes sont disponibles en podcast sur l'application et le site. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Alors, nous sommes de retour et la prochaine entrevue va sans doute vous surprendre parce que une nouvelle est sortie aujourd'hui à l'effet que de plus en plus de gens, de Québécois, à peu près le tiers des Québécois disent par voie de sondage, c'est Léger qui posait la question sur le web, le tiers des Québécois disent qu'ils ont dû faire des choix déchirants et choisir entre acheter de la bouffe ou autres biens nécessaires et couper sur des biens d'hygiène. Et quand on regarde ça, on se dit, ma foi, mais c'est inquiétant parce que c'est l'inflation qui pousse les gens à faire ce genre de choix. On coupe sur le dentifrice, on coupe sur le papier de toilette, on coupe sur le shampoing, sur le déodorisant, sur tous ces produits d'hygiène de base. Et j'avais envie de vous en parler, entre autres, avec ceux qui ont commandé ce sondage allégé, c'est-à-dire le groupe Vide ta sacoche, qui est un groupe d'économie familiale, on va dire comme ça, ou d'économie sociale. En fait, c'est une belle initiative et sa directrice et fondatrice va nous en parler. Marie-Annick Chouari est avec moi. Bonjour, Marie-Annick. Bonjour. Je vous découvre avec grand plaisir. Je suis allée sur votre site, puis j'ai vu que c'était parti d'une initiative très rapidement là, pour le bénéfice de nos auditeurs et téléspectateurs. Expliquez-nous un peu, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a parti ça, Vide ta sacoche? En fait, c'est un projet qui est né en 2018, puis avec des amis, on souhaitait simplement là, collecter des produits d'hygiène et cosmétiques pour aider des femmes vulnérables de notre communauté. Et rapidement, on a réalisé que il n'y avait pas d'organisme qui était dédié à la collecte, à la récupération et à la distribution de produits d'hygiène et cosmétiques. Et c'est en constatant aussi l'ampleur des besoins que j'ai décidé en 2020 de constituer un OBNL vraiment qui se dédierait à la collecte et à la distribution de produits pour essayer de répondre le plus possible aux besoins. Et j'ai aussi constaté qu'il y avait un grand potentiel au niveau de la récupération de surplus d'inventaire de produits neufs en bon état qui pouvaient, dans le fond, aider des personnes vulnérables au lieu de se retrouver aux matières résiduelles. C'est tellement une belle idée. Et là, vous avez donc commandé ce sondage allégé. Vous vouliez savoir donc quelles étaient les attitudes, les comportements des Québécois par rapport aux produits d'hygiène. Et sincèrement, vous avez dû être surprise autant que tout le monde, là, autant que moi, que de voir. Oui, vous n'avez pas été surprise finalement, vous vous en doutiez? En fait, j'étais pas tellement surprise parce que je le constate sur le terrain depuis les dernières années à quel point les besoins sont grands, les besoins sont de plus en plus importants dans le contexte économique actuel. Et c'est justement pour mettre en lumière cet enjeu-là qui est un peu un enjeu encore méconnu. Donc, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs membres de la communauté qui sont surpris de ces résultats-là. Puis c'est justement ce qu'on voulait faire avec le sondage, là, avec la précieuse collaboration de Léger. On voulait mettre en lumière cet enjeu-là qui est un enjeu important parce que ça a un impact autant sur la santé physique que la santé mentale des personnes vulnérables. Alors, c'est vraiment l'objectif visé par le sondage. Et donc, ce que vous avez découvert, c'était que les Québécois coupaient dans des produits de première nécessité. Là. Quand on parle de papier de toilette, c'est assez nécessaire quand même. C'est des produits qui sont des produits de base, qui sont des produits essentiels, mais qui coûtent de plus en plus cher. Puis quand il faut se loger, il faut manger, il reste plus d'argent pour acheter des produits d'hygiène, là, surtout dans le contexte économique. Puis on le constate, notamment chez les jeunes vulnérables, parce qu'on parle de plus d'une personne sur 3, mais chez les jeunes, ça monte à 56%. Donc, c'est plus d'un jeune sur 2 qui a la difficulté à se procurer des produits d'hygiène, là. Donc, c'est d'autant plus important
justement d'avoir des ressources pour permettre à des organismes comme Vide ta sacoche de venir en aide aux personnes vulnérables pour qu'ils puissent prendre soin d'eux dans la dignité, parce que c'est une question de dignité, c'est une question de bien-être, c'est une question d'estime personnelle. Donc, c'est important que ces personnes-là puissent avoir accès à ces produits essentiels-là. Et donc là, on parle de gens qui, on voyait même des gens là qui disaient, on l'a vu que des restaurateurs se plaignaient là, qu'ils se faisaient voler leur papier de toilette, leur rouleau de papier de toilette dans leur commerce. Les gens sont rendus là. Mariannick a été obligée de voler du papier de toilette. En fait, on l'a entendu parmi les témoignages reçus, puis c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à un de nos projets, là, spécifiquement pour les jeunes de la DPJ en transition vers la vie adulte, donc à l'âge de 18 ans, qui disaient, on a des besoins, il faut qu'on vole de nos propres ailes, trouver un logement, faire un budget, donc on n'a pas de sous pour acheter du papier de toilette. Puis oui, on l'a entendu qu'il y a des jeunes qui volaient du papier de toilette dans les édifices publics. Alors, on a démarré un projet justement pour procurer une trousse de base de produits essentiels, tant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, justement pour les aider. Parce que malheureusement, des fois, il y en a qui en sont rendus là, ils n'ont pas le choix, malheureusement. Ah, c'est vraiment terrible. Comment on peut vous aider à Vide ta sacoche? Est-ce que vous avez besoin de dons? Avez-vous besoin d'aide de la part du public? Comment vous arrivez à trouver ces produits-là? Oui, absolument. Tu sais, Vide ta sacoche, c'est vraiment un projet de communauté, puis c'est vraiment grâce à la contribution des membres de la communauté, des entreprises de fabrication et distribution de produits qu'on peut jour après jour réaliser nos différents projets personnalisés selon les besoins là, des différentes clientèles desservies. Alors, la communauté peut faire don de produits d'hygiène ou cosmétiques neufs, en bon état, pas utilisés. Sur notre site web, on indique de quelle façon il est possible de faire un don de produits. On indique également quels produits on accepte. Je fais également un appel aux entreprises de fabrication et distribution de produits. Si des fois, ils ont des surplus d'inventaire dont ils n'ont plus besoin, nous, ça va nous faire un grand plaisir de les récupérer pour les redistribuer là, à nos différentes clientèles. On va aussi lancer notre campagne annuelle à l'automne prochain sous la présidence d'honneur de Caroline Roy, qui est vice-présidente et associée chez Léger. On a un événement bénéfice qui s'en vient. C'est la première année qu'on fait un événement bénéfice parce qu'il faut aussi trouver du financement parce qu'on a des coûts d'opération inhérents. Et le financement, c'est pas toujours évident non plus. Donc là, cette année, on fait un événement bénéfice, concept l'heure du thé. On a toutes les informations sur le site web. Les gens peuvent également nous faire un don monétaire avec un reçu de charité. Alors, il y a plusieurs moyens de s'impliquer, de contribuer pour aider les personnes vulnérables à prendre soin d'elles dans la dignité. Ben, c'est vraiment une très, très belle initiative. Sincèrement, bravo. J'espère qu'il y a des grandes marques de tous ces produits-là qui vous aident, là. On a déjà de super partenaires, je pense à L'Oréal, Family Prix, Bioderma. Là, je les nommerai pas tous, mais on a déjà, dans le fond, de super partenaires. On est très, très choyés, puis j'en suis très reconnaissante. Ben, bravo. Merci beaucoup, Mariannick, et longue vie à Vide ta sacoche. C'est une très, très belle initiative. Mariannick Chouari, qui est fondatrice et directrice générale de l'organisme Vide ta sacoche. Allez sur leur site Internet, vous allez voir, il y a plein d'informations. C'est très bien fait. Merci, Mariannick. À bientôt. Merci encore une fois, merci. Débat, opinion et analyse. Cube. Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. C'est la semaine de la santé mentale et je voulais vraiment marquer le coup en discutant avec mon invitée Caroline Biron, qui est professeure titulaire, directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail et qui sera justement une conférencière au forum Agir ensemble. C'est la première édition de ce forum. Ça va avoir lieu cette semaine, mercredi 8 mai. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Caroline Biron. Je sais que votre champ d'expertise, c'est beaucoup la santé des travailleurs, entre autres. Et je suis très intéressée par ça parce qu'on parle de plus en plus du fait que les gens se sentent stressés au travail, qu'il y a une pression énorme. On a parlé beaucoup d'inflation là aujourd'hui encore, de toutes sortes de points de vue. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en cette semaine de la santé mentale sur la santé justement des travailleurs et travailleuses au Québec? On a l'impression que de plus en plus de gens sont en détresse.
Oui, bonjour. Effectivement, c'est le cas. Donc, bien évidemment, la pandémie a aggravé et exacerbé là, certains des problèmes, mais bon, des problèmes de santé mentale au travail, il y en avait avant la pandémie, il y en a eu encore plus pendant la pandémie, malheureusement, il en reste toujours. Donc, c'est important là, qu'on parle du sujet. Puis, effectivement, là, donc les travailleurs, il y a une proportion, disons, qui varie là, d'une étude à l'autre, puis d'une année à l'autre, mais bon, grosso modo, entre 25 et 50, parfois même 60% là, des gens selon les secteurs d'emploi, vont rapporter donc une certaine détresse. Puis 60%? Dans certains cas, dans certaines études, une étude entre autres réalisée par l'INSPQ avec des collègues dont je faisais pas partie de l'équipe, mais donc dans le milieu scolaire, qui rapportait là, jusqu'à près de 60% dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé. Mais il y a d'autres milieux aussi là qui sont affectés donc par différents enjeux. Donc la détresse, il faut voir qu'elle est pas juste individuelle. On parle de santé psychologique, mais on n'est pas uniquement les seuls responsables de notre santé psychologique. Nos conditions de travail ont beaucoup à voir dans le fait qu'on ait une certaine détresse psychologique. Donc, c'est important quand même de sensibiliser là, les gestionnaires, les employeurs à cet égard-là. Aviez-vous l'impression justement que les patrons, que les gestionnaires sont assez sensibles à cette situation, à ce contexte? Parce que vous parlez de la pandémie, là, ça commence à faire 4 ans. Il y a bien des patrons qui disent à un moment donné aussi, là, il faut reprendre le dessus. Comment vous voyez les rapports entre justement employés-patrons par rapport au dossier de la santé mentale? Est-ce que c'est assez bien connu, perçu? Est-ce qu'on aide? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on a de l'empathie? La compassion, là, c'est le thème de cette semaine de la santé mentale. On fait appel à la compassion. On prône la gentillesse. C'est bien beau, mais à un moment donné, il y en a qui vont dire qu'il faut que le travail se fasse aussi. Comment concilier tout ça? Oui, tout à fait. Écoutez, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine. Je pense que je pourrais vous représenter la première conférence que j'ai donnée. C'est ça. Sensiblement. Ouais. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a quand même des grands pas là, qui ont été faits. Il faut voir, il y a de plus en plus d'employeurs là, qui montrent une plus grande compassion, disons, une plus grande bienveillance par rapport à ce sujet-là. Mais ça demeure vraiment un enjeu de taille. Puis c'est pas facile, c'est pas nécessairement par des stratégies individuelles. On voit beaucoup de stratégies qui vont miser sur l'individu. Donc, est-ce qu'on peut améliorer la résilience? Est-ce qu'on peut les aider à se détendre, etc.? Puis, il en faut là, de ça. Il faut quand même accompagner. Mais il faut voir aussi à l'amélioration des conditions de travail dans plusieurs cas. Donc, les enjeux, les risques psychosociaux. Il y a d'ailleurs tout récemment l'Ordre des conseillères ressources humaines qui a publié un dossier sur ça, sur les risques psychosociaux. C'est maintenant une obligation là, des employeurs de prendre en compte les risques psychosociaux. Qu'est-ce que vous appelez un risque psychosocial? Alors, donc là, la question pourrait faire un cours de 45 Rapidement. Ans. Il y a la CNESST qui nous définit donc les risques psychosociaux auxquels les employeurs doivent s'attarder. Il y a les cas de violence, il y a les événements potentiellement traumatiques, il y a le harcèlement, mais il y a également tout ce qui sont les facteurs de risques psychosociaux, c'est-à-dire notre charge de travail, la reconnaissance au travail, le soutien social qui proviennent des collègues, qui proviennent de l'extérieur, de nos patients, nos clients, ou qui proviennent de notre supérieur. Et toute la question de la latitude décisionnelle. Est-ce que j'ai de la marge de manœuvre pour réaliser les tâches là, qui m'incombent? Donc ça, ce sont les risques auxquels maintenant l'employeur doit se préoccuper de ces risques-là. Et il ne s'agit pas que de juste les mesurer, les identifier. Il faudra également intervenir sur ces risques-là. C'est souvent là où le bas blesse. Là. Donc, on est très bon à mesurer et à faire des diagnostics là, de nos milieux de travail. On est moins bon quand il s'agit de donc réellement implanter des actions concrètes qui vont permettre là, de réduire l'exposition à ces risques-là. Il y a les gens, puis il y a plein de choses dans ce que vous dites pourraient faire l'objet de plus longues questions, mais c'est sûr que quand on parle de fragilité, on pense aussi aux jeunes, l'anxiété. Vous avez parlé de détresse, parfois jusqu'à 60% des cas. On a vu aussi qu'il y a beaucoup d'anxiété généralisée, entre autres chez les jeunes, les plus jeunes travailleurs, les jeunes en général. Comment on peut faire pour aider ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail aussi, puis qui ont déjà une certaine fragilité, puis qui sont chargés d'émotions? Oui, tu sais, il y a cette tendance-là, elle est quand même, elle revient d'une étude à l'autre. Ouais. Donc, on voit davantage de jeunes qui vont présenter là, une détresse. Plus on vieillit, il y a quand même de la détresse, mais il y en a moins. Donc, plus de détresse chez les jeunes, puis également chez les femmes. Alors, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne vivent pas de détresse. Ils peuvent vivre des problèmes de santé mentale. On voit qu'il y a plus de suicides chez les hommes. Mais donc, je pense que ça soit à la fois pour les jeunes, les hommes, les femmes. Donc, faut être inclusif ici. Je pense qu'il y a réellement un besoin de sensibiliser
sensibiliser les hautes directions, donc vraiment les dirigeants dans nos entreprises sur l'importance donc de nos politiques, nos pratiques, nos procédures, donc agir en amont des risques psychosociaux de manière à atteindre tout le monde, là. Donc, est-ce que, par exemple, on peut parler ouvertement de santé mentale dans nos milieux de travail? Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce qu'on est stigmatisé si on ose prendre la parole? Est-ce qu'on est capable d'avoir donc ces conversations-là courageuses? Est-ce qu'on est capable d'avoir à l'ordre du jour, à la très haute direction, des enjeux de santé mentale, de risques psychosociaux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde? Vous savez, en santé sécurité, on a plusieurs mécanismes pour s'attaquer aux différents problèmes en santé sécurité. Mais qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé mentale? Est-ce qu'on a des ressources qui travaillent sur ce sujet-là? Ouais. Est-ce qu'on a des comités? Est-ce qu'on a des budgets? Est-ce qu'ils sont récurrents? Alors souvent, c'est comme perçu comme quelque chose que ce serait bien là, si on pouvait s'occuper de santé mentale, mais on ne donne pas nécessairement la même priorité là, qu'on accorde aux enjeux de santé sécurité. Alors où on attend au contraire que les personnes s'absentent et on agit à ce moment-là pas en prévention. On attend qu'il y ait des absences, mais il y a tous les gens qui sont présents sur les lieux de travail et parmi eux, il y en a qui vont bien, mais il y en a d'autres qui à ce moment-là ont besoin là, de certaines mesures de prévention. Ça touche fortement nos gestionnaires. Ce sont nos gestionnaires beaucoup qu'on doit interpeller par leur pratique de gestion, leur pratique de leadership. Et c'est beaucoup ça que les jeunes vont rechercher. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup dans comment je suis traitée au travail avec mes collègues, mais aussi avec mes supérieurs. Ouais, vous avez tellement raison. Si on avait une chose à souhaiter en cette semaine de la santé mentale, Caroline Biron? C'est sûr que la compassion, mais je dirais la bienveillance de la part des dirigeants dans nos organisations jusqu'au plus haut niveau. C'est la responsabilité de la santé mentale, elle est partagée. Il y a moi qui est responsable de ma santé mentale. Il y a également les gens dans mon équipe. Il y a également mes supérieurs et également mon organisation. Donc, je souhaiterais de la bienveillance, mais à tous ces niveaux-là. Ben merci beaucoup. Merci bien. Avec plaisir. Bonjour. Caroline Biron est professeure titulaire, directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité au travail. Autrement dit, Cube. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Jean-François Barry est avec moi. Bonjour, JF. Salut Isabelle, comment vas-tu? Oh, écoute, t'es dans une belle décoration. Ben, c'est le segment sport. Alors, ben oui, écoute, tu t'es fait un petit setup. J'ai essayé, ben, tu sais, je fais ça à l'année. Je remarque l'effort quand même. Je suis coquet, hein, tu sais. Ouais, je vois ça. Mais là, j'avais pas, tu vois, c'est la première semaine où le soleil commence à frapper, là. Ouais. T'aurais dû mettre le chandail des Maple Leafs avant celui du Canadien, par exemple. Ben, j'ai pas de chandail des Maple Leafs. OK, derrière, le petit bleu, là, c'est pas ça, non? Non, ça, c'est les Alouettes. Ah, derrière complètement, là, non? Derrière, c'est l'ancien c'est l'ancien, je voyais. CF Montréal. Ben, j'ai pas le niveau du CF, j'attends qu'il me l'envoie. Bon, parce que les livres... Ah, ben oui, mais là, tu le dis publiquement. Peut-être que... Voilà. C'est les livres de Toronto qui tenaient un point de presse aujourd'hui suite à leur élimination. Oui, ben tu sais, les Maple Leafs de Toronto, quand on arrive au printemps, il y a des incontournables. On part à la piscine, on fait notre ménage, on met les moustiquaires dans les châssis et les Maple Leafs se font éliminer. C'est les incontournables. C'est tellement vrai. Ben oui, vraiment. Ouais. Les Maple Leafs, une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey, 102 points en saison régulière, un marqueur de 69 buts, et ça fait 4-5 ans de suite qu'on les voit peut-être atteindre la finale de la Coupe Stanley et qui s'écrasent en première ronde. Faut dire qu'ils sont pas chanceux. Affrontent souvent les Bruins. Là, on est dans une division très forte du côté de Toronto. Bref, les Maple Leafs ont perdu. Mais qui sommes-nous pour parler quand même? Il y a ça aussi. C'est ce qui pourrait nous répondre. Mais je pense que la blessure est tellement vive pour les gens de Toronto qui n'ont même pas envie de nous répondre présentement. Je ne sais pas si tu as vu les images circuler sur les médias sociaux. Il y avait organisé devant l'amphithéâtre à Toronto, parce que le match était à Boston, mais dehors, sur des écrans géants, les gens pouvaient aller assister au match. Et il y avait une foule, là, ça avait l'air de, tu sais, des francopholies. Là, okay? Oui. Et là, il y a des caméras qui filment les fans tout au long du match. Puis là, à un moment donné, les Maple Leafs sont en avant, puis ça crie, puis tout ça. Et le visage et la foule qui s'écrase quand Boston marque en prolongation, puis tout le monde qui fait, bon, ben... La déconfiture, ça va être ça. Ouais. Ouais, c'était ça va être ça pour cette année. Ça va être encore ça. Oui, ça va être encore ça. Donc, il y en a plusieurs qui pensent, dont moi, qu'il va y avoir des changements chez les Maple Leafs de Toronto. Parce que là, l'entraîneur, c'est le premier à sauter d'habitude. Il reste, il part. Je pense que Sheldon Keefe va malheureusement être congédié. Je dis malheureusement pour lui, parce que je veux dire, ça doit quand même être agréable d'être un entraîneur à Toronto, dans une des franchises prestigieuses, mais aussi avec des joueurs de qualité. Là. Mais là, ça fait trop d'années qu'il ne réussit pas à amener son équipe plus loin. Puis il l'a...
je trouve qu'il a été un peu malhabile parce qu'il a dit les Bruins, c'est une équipe vraiment bien préparée. Fait que, OK, donc... Hey! Y a-tu une petite gêne? Ça veut dire que la tienne l'est moins, donc? On dirait que c'est ça qu'il venait de dire. Peut-être qu'il va. Mais lui, il veut pas s'en. C'est sûr que lui, il aimerait ça rester. Là, je pense lui, il a dit évidemment qu'il veut rester à Toronto, qu'il veut finir le travail, puis qu'il veut continuer à bâtir avec cette équipe-là. Mais moi, j'ai l'impression que lui, il va sauter. Puis en plus de ça, il y a un nouveau directeur général à Toronto. Fait que quand un nouveau directeur général arrive, souvent, il va mettre en place l'entraîneur qu'il veut avoir. On était curieux d'écouter Auston Matthews, parce qu'Auston Matthews, au match 4, est parti du match. Et là, on disait virus, mais pas un rhume, mais un gros virus. Aujourd'hui, il est resté flou là-dessus. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait eu. Il a parlé d'une blessure au 4e match, mais en même temps, il a parlé aussi d'un virus. Est-ce que c'est une blessure qui a fait de l'infection? Écoute, il est resté, d'habitude, on le cache pendant les séries. Mais après, on dit que, on a su que des gars jouaient avec l'épaule disloquée, un poignet fracturé. Lui, il est resté très évasif sur qu'est-ce qu'il y a eu. Mais évidemment, il est déçu d'avoir manqué match 5 et 6. Bon, ce qu'il dit pas, c'est que c'est les 2 matchs que les Maple Leafs ont gagnés, alors que le match 4 et 7 où il a joué, les Maple Leafs l'ont perdu. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Ensuite de ça, il y a eu Tavares, le capitaine, qui évidemment veut continuer de jouer à Toronto. Et la même chose pour Mitch Marner, qui n'a pas l'intention de quitter. Il a été lui aussi un peu malhabile dans ses déclarations parce qu'il a dit ici à Toronto, les gens nous voient comme des dieux. Je crois qu'au lendemain d'une élimination un peu rapide, il aurait pu se garder une petite gêne sur... je comprends ce qu'il voulait dire dans le sens qu'il y a énormément de pression. J'ai vu ça rouler ses réseaux sociaux, ouais, c'est ça. Les gens réagissaient beaucoup à ça. Il veut dire qu'il y a beaucoup de pression, puis les gens pensent qu'on va toujours gagner, puis on veut. Les gens s'attendent à beaucoup de nous, c'est ça qu'il voulait dire dans le fond. Oui, puis pas juste ça. Ils ont des attentes. On veut pas jouer ailleurs parce que c'est magique ici. Là, on va dans la rue, puis les gens nous voient comme des dieux. C'est ça qu'il voulait dire, mais c'est sûr que quand il y a eu une série atroce, lui, en plus de ça, je pense qu'il aurait pu se garder une petite gêne, ou en tout cas, mieux choisir ses termes pour ce point de presse-là. Fait qu'il a bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Maple Leafs. Là, il y a le deuxième tour des séries. Deuxième tour. J'aimerais ça entendre ton analyse, Jean-François. Bien, on va y aller. Écoute, ça a été une première ronde où il n'y a pas eu de surprise. D'habitude, je te donne l'exemple l'année passée, les Panthers de la Floride qui avaient terminé 8e dans l'Est ont battu les Bruins qui avaient terminé premier. Là, cette année, c'est les équipes 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 5 qui ont passé. Donc, ça va donner une deuxième série très, très, très relevée. Commençons avec l'Avalanche contre les Stars de Dallas. Écoute, l'Avalanche du Colorado, j'ai ça en dessous de moi, c'est 107 points en saison régulière. Et les Stars, c'est 113 points. Fait qu'on s'entend-tu là, que sur 82 matchs, on peut dire que ces deux équipes-là sont à peu près pareilles. Les Stars, c'est un système très fermé. L'Avalanche, c'est vers l'offensive avec des joueurs comme McKinnon et Rantanen, des Cale Makar. Je pense que l'Avalanche va aller battre les Stars, surtout que les Stars se sont rendus en 7 contre les Golden Knights de Vegas. Donc, risque de commencer peut-être un peu fatigué cette série-là. Puis si ça s'étire en 6 et en 7, le repos de l'Avalanche va probablement leur être bénéfique. Ensuite de ça, il y a les deux équipes canadiennes les deux seuls qui restent, les Oilers et les Canucks, malheureusement, s'affrontent. Les Canucks, Edmonton, Vancouver, ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'Edmonton va gagner cette série-là assez facilement. Les Canucks ont été chanceux que les Prédateurs soient pas plus opportunistes. Leur gardien numéro 1 est blessé. Les Oilers, on connaît la force de frappe avec McDavid, avec Draisaitl. Donc, les Oilers vont aller gagner ça et je pense même facilement. Ensuite de ça, il y a les Rangers contre les Hurricanes. Tu me le dis si tu veux y aller de tes pronostics, hein, Isabelle? Écoute, je te laisse aller. J'ai pris un certain pas de recul par rapport à tout ça dernièrement, je dois avouer. Alors, les Rangers contre les Hurricanes, ça va être toute une série. Les Hurricanes étaient favoris. Ils ont perdu le premier match hier. Moi, je mets les Rangers. Je mets même les Rangers en finale de la Coupe Stanley. Je trouve qu'ils ont une équipe vraiment bien bâtie. Ils sont dus. Ils ont un excellent gardien de but, mais ça va être une série qui va être longue, qui va être serrée. Tu sais, d'ailleurs, hier, premier match, ça a terminé 4-3 en faveur des Rangers. Donc, je mets quand même les Rangers. Et la série qui débute ce soir entre les Bruins et les Panthers. Les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston se sont affrontés l'année passée dans le premier tour des séries. Les Bruins ont pris les devants 3-1. Les Bruins, l'année passée, Isabelle, avaient connu une saison miraculeuse. Okay? La meilleure saison de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ça, tu te souviens de ça? Oui, tellement. Ouais. Et là, sont arrivés dans le premier tour, prennent les devants 3-1 en cette série-là. Tout le monde pense que c'est une marche dans le parc, comme on dit. Et finalement, les Panthers reviennent et éliminent les Bruins. C'est donc la série revanche. Mais je pense que les Panthers sont mieux bâtis, sont bons à la défensive, à l'attaque, devant le filet. En plus de ça, les Bruins, un peu comme les Stars tantôt, ont poussé leur série en 7. Donc, sont fatigués. Là, eux autres, ils ont joué contre les Leafs samedi et déjà, on recommence à jouer alors que les Panthers ont eu une semaine de congé pour des petits bobos ici et là. Peut-être que les Bruins peuvent
ce soir surprendre parce que les autres, ils arrivent déjà avec du momentum alors que les autres vont peut-être être un peu ankylosés. Mais en bout de ligne, je pense que les Panthers vont aller gagner la série. Eh ben tant mieux. Je pourrais sortir mon chandail. J'ai un beau chandail des Panthers de la Floride. Oui, monsieur. OK, c'est ton équipe. Ben non, mais quand, tu sais, en Floride, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Là. Ben, certain. Hey, merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut. Bye tout le monde, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On se retrouve bientôt. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.